Bonjour Victor, et ravi de t'accueillir et d'accueillir ta parole, d'écouter ton témoignage pour notre association, pour Vous n'êtes pas seul. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots brièvement? Ouais, volontiers. Je m'appelle Victor Canilla, je viens de Suisse, j'ai 29 ans. Je suis, disons, sur le plan que je dirais affectif ou émotionnel, relativement curieux comme personne et relativement passionné dans essayer de toujours décrypter, analyser et comprendre un peu divers phénomènes. Et sur un point de vue plus formel de CV, j'ai fait une formation de physicien à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc un équivalent français d'école d'ingé ou de polytechnique qui est relativement poussé sur les sciences dites naturelles et puis l'ingénierie. Et après la physique, j'ai fait un master d'ingénierie financière, donc de statistiques appliquées à la finance. Ensuite, j'ai travaillé un peu en tant que trader algorithmique et ensuite, à la suite de ce travail de trader algorithmique pendant à peu près 1 an, je suis devenu consultant en stratégie d'entreprise pour une boîte qui s'appelle Boston Consulting Group, un des gros mastodontes des boîtes de conseil de stratégie d'entreprise, qui fait aussi des gouvernements et des ONG. D'ailleurs, je me suis retrouvé pendant 1 an avec le WWF comme client. Et puis j'ai démissionné il y a à peu près 1 an, et puis là, je suis embarqué dans toutes sortes d'autres projets. Ok, super. On va revenir un petit peu en détail sur chacun de ces parcours. Donc, comme tu l'as dit, donc après un bachelor qui est un peu l'équivalent d'une licence en physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, l'une des plus prestigieuses universités en Suisse et même au monde, tu enchaînes avec un master en ingénierie financière, donc dans cette même université entre 2014 et 2016. Est-ce que tu peux un peu nous donner, on va dire, les conditions d'intégration, les conditions financières pour être accepté dans ce genre d'université? Ouais, alors la Suisse, c'est un modèle relativement intéressant parce que en fait les frais, disons les fonds fédéraux, donc les fonds gouvernementaux, sponsorisent la quasi-intégralité des frais d'études de la plupart des gens qui s'y intéresseraient. En tout cas dans ces grandes universités, disons gouvernementales du type de l'EPFL. Du coup, en fait, en tant que condition formelle d'entrée, normalement l'argent est moins une barrière que dans la plupart des autres pays, dans l'immense majorité des autres pays même. Après, bien sûr, il reste des difficultés à pouvoir payer son loyer, ce genre de choses. Il y a aussi des bourses pour les gens qui seraient de famille à plus bas budget. Or, force est de constater, et c'est là que ça devient intéressant, que ça n'empêche pas d'avoir une certaine reproduction de classe sociale. Donc on voit très bien qu'à l'EPFL, la plupart des gens sont également enfants de disons, métiers cadres ou métiers hautement salariés. Et du coup, il y a quand même ce biais ou cette filtration sociale qui fait qu'il y a finalement, malgré le fait que les prérequis financiers ne soient pas très élevés, il y a quand même un certain filtre et une certaine tendance à avoir beaucoup d'enfants de médecins, d'employés de banque, de choses comme ça. Donc dans les conditions financières, il y a vraiment pas de contraintes spécifiques. Par contre, dans les conditions de notes, il y a un système un peu différent en Suisse de celui de la prépa française, qui est simplement avec une maturité, donc l'équivalent du baccalauréat, tu peux rentrer à l'EPFL. Donc la première année a un très haut taux d'échec, parce que justement n'importe qui peut y rentrer. Après, comme il y a une perception de prestige dans l'EPFL et de très grandes difficultés mathématiques, des gens qui n'auraient pas eu des bonnes notes en maths ou en physique au gymnase en général tentent pas l'EPFL, parce que ça a vraiment la réputation d'être hardcore. Mais du coup, il y a quand même un gros filtrage en première année, donc voilà un peu pour les conditions d'admission. Et toi, tu as dû payer, tu as été boursier, tu as dû payer pour rentrer, ça c'est... Moi j'ai dû payer, comme tout le monde, il y a une taxe d'études qui est d'à peu près 1 000 € par année. Donc ça j'ai dû la payer. Après j'ai pas demandé de bourse, je travaillais toujours à côté, je savais pas qu'on pouvait demander des bourses en fait, mais je pense que ça aurait passé parce que mon petit frère maintenant aux études et il a demandé une bourse. Donc, ok. Voilà. Bon, je dis ça parce que, que ce soit pris ou pas, c'est une des rares universités avec un tel prestige international qui est régulièrement classée dans les meilleurs, qui ne soit pas hors de prix comme dans le système anglo-saxon. Voilà, il faut au moins débourser 30-40 000 €, donc c'était pas le cas du coup de l'EPFL. Absolument pas, non. Ok. Par contre, la confédération helvétique, le système fédéral helvétique, je crois que ça vient on a plusieurs niveaux de gouvernement, mais bref, débourse beaucoup d'argent pour les EPFLiens, qui sont plutôt en majorité donc des enfants de familles qui sont plutôt aisées. Donc c'est intéressant de se dire, en final c'est de l'ordre de 40 000 € par année, je crois, par étudiant. Par étudiant par année, qui est versé par le gouvernement. Okay. Alors
c'est des approximations que j'ai pas fact-checkées. Je sais pas si ça inclut des frais de laboratoire qui vont payer des post-docs par exemple, etc. etc. Mais je sais que tu peux faire un calcul qui aboutit à peu près 40 000 euros par étudiant qui est versé par le gouvernement. Donc on pourrait dire socialisme pour les riches. Ok. Et bon, t'as un petit peu anticipé, je vais te demander un peu de décrire les profils sociologiques que tu avais rencontrés. Donc ouais, tu as un peu déjà répondu, quoi. C'est quand même une certaine reproduction sociale, des hauts profils, des personnes un peu privilégiées. T'as peu de fils, enfants, d'ouvriers, de classes laborieuses. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Très très peu d'enfants de maçons, très très peu d'enfants d'électriciens, très très peu d'enfants de femmes de ménage. Ça peut arriver, hein, c'est pas impossible de tomber dessus, mais c'est vrai que c'est très rare. Déjà dans les gymnases suisses, en fait. On a un système de filtration en Suisse qui vient assez tôt, et à nouveau, il passe pas par l'argent, les écoles sont gratuites, mais via une certaine rigueur sur les classements avec des notes dès l'âge de 10 ans, en fait, il y a quand même tout un aspect. Les parents qui ont fait des études vont beaucoup pousser les enfants à faire des études et vont pouvoir mettre en place un peu soit des aides, soit aider elles-mêmes. Puis au contraire, dans les classes populaires, te tire un biais à dire que c'est pas nécessaire de faire des études, ou bien que. Enfin, on connaît tous ces trucs de reproduction, même au sens bourdieusien, sans que ça passe par l'aspect financier purement, mais par culturellement, le réseau capital symbolique. Ouais, exactement. Et du coup, très peu d'enfants d'immigrés, d'enfants de classe, disons, socialement défavorisés. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand j'étais en physique, il y avait quand même pas mal d'enfants qui étaient enfants, fils et filles de personnes qui avaient un diplôme ou qui étaient actifs dans les sciences appliquées ou pures. Alors que quand j'étais en ingénierie financière, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient de famille où au moins un des parents était plutôt dans la banque ou plutôt dans le domaine financier. Donc il semble y avoir quand même un petit peu aussi de reproduction par filiale, même si bien sûr c'est pas la totalité, mais il y avait des petites tendances. Est-ce que tu pourrais justement, on va rentrer un petit peu dans ta formation, est-ce que tu pourrais un peu qualifier, comment est-ce que tu qualifierais ta formation en finance, ce que tu as pu y rencontrer, ce que tu as pu découvrir, sachant que tu parles dans une interview d'abstraction mathématique et d'un certain prestige de la finance. Comment tu qualifierais la formation que tu as reçue en ingénierie financière? Ça, c'est une question à 1 million. En fait, ça dépend à quel moment de ma vie, quoi. Disons que immédiatement après le diplôme, je l'apercevais comme un truc qui était extrêmement pointu, compétent. On allait loin. En fait, j'ai fait plus de maths en ingénierie financière qu'en physique. C'était vraiment poussé, vraiment en termes de difficulté brute mathématique, mais des fois juste pour la difficulté brute. Hein, c'est un peu du concours un peu puéril, quoi. Masturbation intellectuelle. Ouais, je pensais même à crétinerie, en fait. Mais quand tu voyais certains profs qui échangeaient entre eux, où ça partait en abstraction de, disons, intégrales dans des variables multivariables dans des plans complexes, qui étaient basés sur certains modèles stochastiques, dérivés du modèle, disons, de la gaussienne normale, du modèle normal. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment utile à des gens qui sont dans la finance? Ou est-ce que c'est pas plutôt des profs qui se font un concours entre eux de à quel point tu peux aller chercher loin dans les abstractions? Donc la question des maths était très poussée. Moi, je me disais que ça faisait de moi quand même une personne relativement apte à comprendre ce qui se passait sur les marchés. Or, quand tu commences le premier jour de travail appliqué en tant que trading, direct tu vois que les traders te disent oublie pas tout ce que tu as vu en cours, mais prends-le avec des pincettes. Donc c'est vrai que là, ça me mettait déjà, bon, on le savait, hein, mais ça met déjà la puce à l'oreille sur la pertinence d'aller aussi loin dans du formalisme mathématique. Mais on peut y revenir après. Et puis aujourd'hui, comment je vois cette formation, c'est beaucoup plus, en fait, comme une espèce de façon de te présenter les sciences économiques, comme si c'était des vérités brutes, qui en plus sont appuyées par des théorèmes. En plus, la classe était principalement composée de gens qui avaient fait physique, maths, ou d'autres, ou à minima des sciences d'ingénieurs avec pas mal de mathématisation. Donc une espèce de foi inébranlable dans la capacité des maths d'être pertinentes pour expliquer un peu tout. Donc du coup, on te fait croire un peu dans ce master que cette vision de l'économie est solide, qu'elle est bâtie sur toute une historicité de la pensée économique et machin, sans jamais te préciser, détail qui me semble quand même pertinent, que c'est basé vraiment sur des axiomes
qu'on pourrait dire relativement doctrinaires ou à minima contestables, et qu'il y a d'autres axiomes. Par exemple, l'axiome de homo economicus ou de optimisation d'utilité, ça c'est présenté comme une vérité absolue. Ce qui n'est pas le cas si on fait un master de économie politique, ou bien de sciences économiques ou d'histoire de l'économie. Là, ça va pas du tout être basé comme anthropologiquement admissible que les humains sont des créatures optimisatrices, rationnelles, qui chercheraient à optimiser une fonction d'utilité. Donc ça, c'est le genre d'abstraction complètement discutables qui sont présentés comme des faits. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis que c'était quand même très intéressant, très stimulant mathématiquement, mais à prendre avec des pincettes et à bien comprendre que c'est qu'une vision partielle de l'économie, hautement discutable. Et d'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné dans certaines périodes de l'histoire économique, notamment 2007-2008. Carrément. Et un peu en creux, ma question, mais tu réponds, j'imagine, à moitié, on parlait pas trop de finance éthique à l'époque? Déjà, si, un peu? Ouais, ça commençait, mais très très light. Il y avait un cours optionnel à 2 crédits sur les 120 du master. Ok, tu l'as suivi? Ouais. Ok. C'était finance, c'était quoi le titre du cours? Un truc genre finance éthique et responsable, et puis très fort accent sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc en fait la question c'était, est-ce que si tu investis en tant que portfolio manager, ce qui n'était pas garanti qu'on allait tous devenir dans la classe des portfolio managers, hein, des gestionnaires de portefeuille. Il y a des autres types de métiers, gestionnaires de risque ou trader algorithmique, comme moi je l'ai fait au quant, qui n'étaient pas forcément, après si c'est qui n'étaient pas forcément directement liés au concept de RSE. Mais disons, pour des personnes qui feraient ce master et qui allaient terminer à investir dans des actions, une question pertinente serait de se poser, est-ce que si je regarde des critères sociaux et environnementaux, mes retours financiers vont être diminués? Donc en fait, la plupart de nos cours tournaient autour de la question, est-ce que investir dans des multinationales qui font du reporting RSE, de ces responsabilités sociales des entreprises, va être dommageable pour le portefeuille. Et il y a certaines études qui disent que oui, ça va être dommageable, mais pas beaucoup. D'autres qui vont dire ça change absolument rien. Et d'autres qui vont dire, en fait, dans le long terme, tu vas même avoir des gains financiers. Donc tu vois, les débats étaient extrêmement restreints. C'était pas du tout quelle est la généalogie de la finance historiquement, ou quelle est la compatibilité du capitalisme avec une société heureuse et épanouie. C'était vraiment prendre l'angle de l'éthique et de la finance sous un angle extrêmement restreint. Avec 2 crédits sur 40, en même temps, on pouvait pas non plus... 2 crédits sur 120. Sur 120, pardon. Ouais, optionnel. Non, c'est sûr, c'était pas dans l'air du temps, et je pense que ça l'est toujours pas. Ok. Et pour conclure un peu sur cette partie académique, quelle était, on y reviendra aussi un peu vers la fin, quelle était la proximité avec les entreprises privées de ton master et de l'EPFL plus généralement? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en fait, pour couper à la hache et être un peu caricatural, l'EPFL n'est pas du tout indépendante. Elle est financée par des fonds privés. Sur le campus, il y a des bâtiments qui sont ouvertement du big pharma ou du big banking et machin, et qui font tous les transferts de propriété intellectuelle. Disons qu'on a des décennies de chercheurs qui étudient les molécules sous un angle ou sous un autre, et du moment où ça devient viable commercialement, il y a des brevets qui sont déposés, souvent par des doctorants ou des post-doctorants qui connaissent bien le sujet, qui réalisent une start-up avec leur brevet en espérant commercialiser le produit. Et puis là, il y a directement les boîtes qui sont présentes sur le concours, sur le campus, pour faire toute une tonne de concours et d'examens, et puis d'acheter celles qui leur paraissent les plus prometteuses. Donc prometteuses, pardon. Il y a vraiment ce problème de l'acquisition de start-up dont l'application commerciale serait prouvée par des compagnies privées. Il y a le financement, par exemple, la grande bibliothèque de l'EPFL s'appelle le Rolex Learning Center. Devant, il y a toute la liste des... c'est très public, hein, je veux dire, c'est même il y a toute la liste des gros sponsors. Il y a des montres Crédit Suisse partout. Il y a Crédit Suisse qui honorait un peu partout parce que c'était un projet à 100 millions, parce qu'il fallait faire un peu une image de marque pour l'EPFL. Donc, ils ont fait un bâtiment un peu architecturalement original avec des vagues et des machins comme ça. Du coup, il coûtait 100 millions, donc il fallait le financer. Ils sont allés taper dans ces fonds privés. Donc forcément que ça fait une espèce de dépendance de l'EPFL, un peu comme tout le monde qui commence à signer des pactes avec le diable, en guillemets, aller prendre de l'argent corporate, tu commences à t'engager dans une dépendance peut-être à ces fonds. En tout cas, il y a une hybridation claire dans le management de l'école avec des mentalités purement d'application commerciale viable. Il y a quoi d'autre comme problème? Dans mon master, par exemple, quand on va sur la liste
des organismes qui sont derrière ce master. Il y a par exemple le Swiss Finance Institute, et quand on regarde les financements du Swiss Finance Institute, c'est vraiment équivalent de regarder top big banks in Switzerland. Ouais. Tu vois, tu as vraiment toute la panoplie de toutes les banques privées, de toutes les banques qui sont un petit peu plus bulge bracket, multi-activités, comme Crédit Suisse et UBS qui sont dans les donateurs. Et puis, je dirais que le plus grave peut-être, c'est que cette école, idéologiquement, est fondamentalement dans un espèce de dogme progressiste, technophile, parfois un petit peu gamin, avec des courses de robots, des courses de drones, des courses de machin, et puis n'a pas trop la vocation qui, j'imagine, était l'idéologie dominante de certaines universités il y a quelques siècles, de faire avancer la connaissance humaine de l'univers ou ce genre de choses. Alors bien entendu, tout ça c'est un peu des caricatures et des généralités. Je pense que ça se défend, mais bien entendu que quand tu fais des généralités, il y a aussi des contre-exemples qui pourraient être trouvés. Donc par exemple, bien entendu que dans la faculté de physique de l'EPFL, il y aura des scientifiques brillants et honnêtes qui veulent vraiment pas juste être des grands professeurs renommés qui feraient la course aux publications, parce que c'est l'autre gros problème du monde scientifique et du monde universitaire, c'est les rankings et puis les publications scientifiques, puis le H-factor ou les machins où tu vas aller essayer de te faire publier dans les grandes revues et d'avoir un plus grand nombre de citations possibles, etc. Donc tous ces trucs phagocytent un peu l'université, mais malgré ça, bien entendu qu'il y a des profs qui résistent en interne. Mais disons que les courants dominants EPFLiens sont très grosse entreprise friendly et finance friendly, on va dire. Ah, bien sûr, bah, même si oui, ça peut être, comme tu dis, peut-être des généralités ou des caricatures, en tout cas, ça reste des angles d'analyse qui sont très peu abordés par les universités elles-mêmes, cette auto-réflexion, cette autocritique qu'on pourrait adresser à l'université, qui existe, qui est réelle et qui est complètement caché derrière ce grand récit que tu as évoqué, d'apporter la connaissance à l'humanité. Là aussi, quand même, c'est une certaine caricature, une certaine généralité qui souffre de plusieurs contradictions et qui valent le coup d'être un petit peu mise en avant, surtout par des gens comme toi qui ont fréquenté ces établissements. Donc voilà, on va dire ça y apporte un petit peu d'équilibre, même si ça reste assez minoritaire, on va dire, ce genre de critique. Donc non, c'est énorme. Donc on va bifurquer un petit peu là sur, avancer dans le temps. Donc là, on est en février 2016. Ouais. Tu intègres la filiale suisse d'une firme qui s'appelle Transmarket Group, dont le siège est à Chicago. Donc cette entreprise fait du trading pour compte propre ou prop trading. Déjà, qu'est-ce que le prop trading? Ouais. Et je pense que le siège officiel est à Chicago, mais le siège fiscal est probablement dans des latitudes un petit peu plus au sud-ouest, avec des eaux un peu turquoises, quoi. Mais disons que du prop trading, c'est le concept de dire, un peu comme les hedge funds, tu vas faire du fonds, donc tu vas rassembler de l'argent de pas mal d'investisseurs et tu vas les investir dans des stratégies assez agressives, souvent qui utilisent des maths, donc pas la stratégie de ce qui est fait avec nos fonds de retraite ou machin, ou en tout cas de façon pas principale, mais plutôt des stratégies qui sont un petit peu plus risquées et qui pourraient avoir beaucoup plus de retours. Donc ça, c'est un peu ce que les hedge funds font. La grosse différence avec un hedge fund, c'est que le hedge fund va prendre de l'argent de clients, soit institutionnels, soit privés, mais qui sont des clients externes, alors que le prop trading, le prop vient de propriétari, et puis c'est au fait de l'argent qui appartient au propriétaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de client externe. L'argent est dans la boîte et il investit depuis la boîte dans les marchés financiers et les retours reviennent dans la boîte et tu ne dois pas donner une partie des retours aux investisseurs externes. Exact. Donc tout revient dans la poche des patrons qui sont à la fois les actionnaires et les directeurs. Et quand un jeune trader rentre, il pourrait techniquement monter les échelons et finir dans ses actionnaires directeurs, en fait, un peu comme le modèle de BCG de McKinsey sur lequel on peut revenir après, de Bain. Donc où il y a encore, comme dans certaines boîtes d'avocats aussi, une fusion entre les actionnaires et les exécutifs, en gros. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des multinationales où la finance et le management sont séparés. Mais du coup, dans le prop trading, tes boss sont aussi des gens très riches qui ont de l'argent dans la boîte et que tu fais fructifier. Et puis, nous, les stratégies, c'était principalement des stratégies d'arbitrage, donc en gros, essayer d'identifier avec des techniques statistiques des façons d'avoir, en prenant un risque minime, des petits retours, en prenant très peu de risques, des retours existants, mais petits, et le répliquer avec des algos sur un très gros volume, pour que tous ces petits retours sans beaucoup de risques s'accumulent en des gigantesques retours avec juste un tout petit peu de risque. Et du coup, on faisait ça sur des marchés de produits dérivés,
qu'on appelle fixed income, qui est en fait des dérivés de dette, souvent gouvernementales. Donc les États doivent, pour se financer, en recours à diverses techniques, mais notamment de faire des emprunts, quoi. Et ça, c'est après des emprunts qu'on peut acheter et vendre, et puis avoir des produits dérivés sur ces emprunts. On peut rentrer dans les détails. Et puis, sur ces produits dérivés en fixed income, donc, tu as plusieurs techniques statistiques d'aller sur les marchés financiers électroniques et puis de faire des robots traders qui vont faire joujou là-dessus. Ça, c'était une partie. Une autre partie, c'était un petit peu sur des indices d'actions boursières, par exemple le S&P 500 aux États-Unis, qui est peut-être l'indice boursier le plus important du monde, le plus regardé. Et puis aussi sur des matières premières. Mais moi, j'ai fait que du fixed income. Et d'ailleurs, c'était aussi par choix éthique que je me disais... je vais pas m'embarquer dans du trading sur des matières premières. Alors bon, ouais, mon éthique était pas encore tout à fait au top, mais au moins je me disais déjà, il y a quelques trucs c'est un peu sale. Je veux vraiment pas toucher. Ouais. Ouais, c'est clairement la classe d'actifs, comme on dit, une des catégories de négociation de titres financiers qui a vraiment un impact direct, très réel sur la vie courante de pas mal de monde. Et beaucoup moins abstrait que les dettes, même si ça oriente les politiques des États ou des entreprises, mais beaucoup moins abstrait que les dettes, ou les obligations ou les actions. Bon, peut-être une question un tout petit peu technique, peut-être que tu peux aborder rapidement, mais justement donc dans tes activités, tu anticipes un petit peu, tu parlais d'obligations à taux fixe sur les marchés européens, états-uniens et brésiliens, si j'en crois mes sources. Ouais. Pas états-unien, australien, canadien, brésilien principalement et un petit peu japonais. Ok, d'accord. Il y a une certaine maturité, tu dirais, du trading algorithmique, donc comme tu l'as dit, c'est des méthodes statistiques, des outils statistiques et informatiques maintenant qui prennent des décisions qui ont été codées par des gens avec ton profil, des profils scientifiques, des profils techniques. On savait que c'était un petit peu le cas, ceux qui sont un peu initiés savent que c'est un peu le cas massivement dans les actions, dans les devises. Est-ce que aussi dans les obligations même souveraines, donc les prêts, les dettes que contractent les États sur les marchés financiers, est-ce que là aussi quelle est la proportion, est-ce que tu as observé une algorithmisation des échanges, donc une automatisation des échanges avec des algorithmes sur cette classe d'actifs, sur cette catégorie de produits qui sont des dettes d'État quand même qu'on pourrait croire être proches de l'économie réelle et ouais, absolument. Plus politique que mathématique en fait. Je pense que la titanesque majorité des échanges sur des fonds, sur des dettes étatiques est algorithmisée. La titanesque majorité. Ah ouais, je pense. Et je pense que dans le monde du fixed income, d'être un trader discrétionnaire qui va faire des clics manuels ou bien des appels pour valider des trades ou machin, c'est vu déjà comme étant un dinosaure. Ouais. Et puis c'est vraiment à la marge. Et après, c'est toujours un peu difficile d'estimer les volumes et de dire qu'est-ce qui est économie réelle et qu'est-ce qui l'est pas, parce que déjà il faut regarder, est-ce qu'on parle du sous-jacent, donc du produit, de l'obligation même, de la dette même, donc c'est-à-dire d'un bout de papier, enfin en l'occurrence c'est même plus du papier, mais d'un truc qui te donne droit à percevoir des intérêts récurrents de la part d'un gouvernement parce que tu lui as prêté de l'argent et le gouvernement te rendra cet argent à un certain moment. Il faut distinguer ce type de produit qui est l'obligation elle-même de tous les produits dérivés qui sont sur ce produit. C'est sûr et certain que dans les produits dérivés qui sont dérivés de ces produits gouvernementaux, là je parierais que franchement, s'il y a moins de 99% du volume qui est algorithmique... Malgré les problèmes de liquidité, un petit peu, comme on pourrait... un petit terme technique, la facilité d'échanger quand même ces produits est quand même beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur d'échanger ces produits que d'échanger des actions Crédit Suisse ou quoi que ce soit. Donc malgré ça... je pense pas qu'il y ait de problème de liquidité au fixed income, parce qu'en fait, les produits de dette... que ça soit des dettes corporate ou des dettes d'État, c'est en fait par là que la finance algorithmique a pris son essor en fait. Dans les années 80-90, c'est vraiment parce que justement c'est moins complexe à analyser qu'une action. Parce que pour faire une évaluation du prix d'une action et évaluer par exemple aujourd'hui l'action Nestlé est à 37, sur le prix du marché je peux l'acheter à 37. Quelle est sa valeur réelle entre guillemets, ou qu'est-ce que cette action pourrait valoir si le marché était correct,
est-ce qu'elle en vaut 42? Si elle en vaut 42 selon mes estimations, autant l'acheter vu qu'elle est à 37 et le marché se rendra compte finalement en faisant des meilleures estimations qu'elle sera à 42, donc j'achète. Donc il faut faire une évaluation de l'action Nestlé pour avoir la réponse de est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas. Et en l'occurrence, c'est ce que je fais une vente à découvert, donc pour vendre sans même l'avoir acheté au préalable. Pour une action, de faire ça, c'est assez difficilement algorithmisable. Tu peux, il y a plein de techniques, mais disons qu'il y a toujours l'argument de dire que tu dois un peu comprendre le business model de Nestlé, la stratégie des entreprises, tu dois avoir tout un type ensemble de facteurs plus ou moins qualitatifs qui sont difficiles à mathématiser. Alors que déjà dans les années 80, on se rendait bien compte que mathématiser une obligation, c'est pas très compliqué. Il faut avoir une idée des taux d'intérêt pour un peu discounter les cash flows, comme on dit dans les cours de finance, donc ramener à la valeur actuelle les promesses de paiement futur, notamment tous les coupons, donc les paiements d'intérêt récurrents, et puis bien entendu le paiement final du remboursement. Donc tu dois toutes les actualiser à aujourd'hui. Mais ça, en fait, tu fais un Excel en 30 secondes et puis tu peux faire un prix de ça. C'est beaucoup plus simple techniquement que de dire quelles sont les ventes de Nestlé ou de Apple dans 4 ans. Tandis que là, c'est écrit sur ton contrat d'obligation quelles sont les modalités du repaiement. Ouais. Donc c'est plus facile à mathématiser. Mais justement, c'est plus vraiment, et c'est ça qui crée, qui est à la cause et la conséquence de cette surabstraction mathématique des marchés, c'est qu'en fait, maintenant, on n'a plus besoin du tout de savoir que fait telle ou telle entreprise. Ce qui est important, c'est toutes les, enfin voilà, c'est de faire de l'apprentissage algorithme, l'apprentissage statistique, donc de regarder quelle était son évolution, même à la microseconde de son cours, pour derrière faire des prédictions sur ses fenêtres d'évolution possibles, voir quels sont les autres produits qui lui sont corrélés et comment ces produits-là ont évolué. Donc voilà, il y a de moins en moins malgré tout de la nécessité de comprendre l'entreprise pour parier dessus et parier sur l'évolution de son cours. Ouais, absolument. Mais c'est encore plus vrai des produits à taux d'intérêt. Ok, d'accord. Donc oui, absolument. La majorité du trading qui soit, on pourrait dire même dans les matières premières où tu as fondamentalement besoin de données de type météorologique ou géopolitique ou des estimations de demande, tu peux même mathématiser ça en fait. Ça sera des modèles, ils seront toujours imprécis, mais tu peux plus ou moins avoir une idée et quand même faire des stratégies algorithmiques à partir de ça. Mais vraiment, du coup, ça épargne aucune classe d'actifs. Et puis dans le fixed income, c'était historiquement une des premières à avoir un tel volume. Par exemple, il y a le livre Liar's Poker de Michael Lewis qui est très connu dans les milieux financiers professionnels, qui raconte déjà dans la fin des années 80, début des années 90, comment lui, lui il était pas trader, il était vendeur, mais bref, il observait déjà la montée des algorithmes sur la place des produits, disons, d'obligations ou de prêts, et puis aussi la structuration de ces produits, donc la complexification de ces produits, ce qui a un peu donné lieu plus tard à aussi la structuration de produits sur l'immobilier, qui est tous ces mortgage-backed security, les MBS, et puis après les CDO, qui sont des dérivés de MBS, et les CDO Square et machin, qui ont participé à la crise immobilière de 2007 aux États-Unis. Et ça, en fait, ça avait déjà commencé depuis un bon moment avec les obligations. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui est très... Je dois être biaisé, je pense, par le retard peut-être d'HSBC quand j'étais en trading algo, qui pour le coup était beaucoup plus mature sur les equity, enfin sur les actions et sur les devises, ouais. Qui se mettaient un peu sur le tard et avaient l'air de dire que même leurs concurrents, peut-être dans les banques d'investissement, peut-être c'est moins le cas pour les hedge funds, ouais. Mais voilà, qui était un petit peu en retard sur l'algorithmisation Ouais, alors je pense que dans les banques d'investissement, dans les bulge brackets, les espèces de 12 banques ou 10-20 banques qui font l'architecture internationale de la finance, il y a aussi une gigantesque part d'opérations qui ne sont pas liées au trading du type ou à l'investissement tel que les traders le font dans des boîtes comme celle dans laquelle j'étais, du type création de nouvelles obligations, ou bien IPO, ou tous ces trucs qui sont du capital market, et puis des sections qui sont pas vraiment l'investissement de marché, mais qui sont plutôt dans la structure, où là du coup tu as plein de questions légales, tu as plein de questions aussi quand un gouvernement fait vraiment l'émission première d'un produit comme une obligation à 10 ans, il y a des grandes banques qui sont dedans, mais du coup il y a tout un aspect politique et légal que tu as pas quand tu es entre guillemets juste un trader algorithmique qui fait que du produit dérivé. Et là tu es beaucoup plus dans une abstraction. Donc c'est peut-être pour ça que dans certaines banques d'affaires il n'y a pas autant de mathématisation directe dans le fixed income. Après je pense qu'il y a aussi différentes boîtes qui ont différentes spécialités, et puis que pas toutes les banques d'investissement ont la même
politique de trading algorithmique dans tous les trucs, dans tous les classes d'actifs. Et je pense aussi que les compagnies qui font les plus gros volumes dans le trading algorithmique sur produits dérivés sont pas forcément les banques mastodontes. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de petites boîtes qui font un peu que ça, qui sont beaucoup plus, qui génèrent énormément de volume. Ok. Quelle expérience globale est-ce que tu retires de ce début de carrière en trading algorithmique? Bah moi je trouvais que c'était intellectuellement très intéressant et très stimulant parce que tu as tes algos, tu dois les conceptualiser, après tu dois les filer à des codeurs pour qu'ils te l'optimisent dans un langage X ou Y pour qu'il soit le plus réactif possible aux signaux électroniques qui viennent des échanges et donc pouvoir adapter, calculer tes nouvelles positions et puis exécuter les transactions en fonction de ces calculs. Donc l'aspect technique était relativement intéressant. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'était plutôt l'aspect déjà très coupé du monde parce qu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de machin, et aussi très abstrait en fait. C'était que des abstractions mathématiques, donc voilà, on était dans du modèle conceptuel de comment est-ce qu'on va réaliser nos arbitrages, comment est-ce que tu vas décider que un tel contrat vaut 1,07 fois un tel autre contrat pour te hedger, pour que si les deux bougent, machin, tu aies des pertes qui soient neutres. Qui soit nul ou qui soit aussi proche de zéro que possible. Et du coup, techniquement c'était intéressant, mais le côté abstraction mathématique c'était quand même merde. Mais moi j'aimerais bien comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans la politique gouvernementale australienne. Je suis en train de trader toute la journée. Ouais. Et pourtant, il n'y avait pas trop cette nécessité de bien comprendre en profondeur. Alors bien sûr que si une fois, tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle, bah oui, tu le sais quand même. Je veux dire, t'es un peu au courant des gros événements, mais tu n'as pas une compréhension profonde de ce qui se passe, ni même de la généalogie historique des produits que tu es en train d'utiliser. Donc, je voulais un peu mieux comprendre la nature des choses que j'étais en train de faire, ou que mes potes du desk d'à côté, de l'équipe d'à côté, étaient en train de faire sur leur trading de pétrole, par exemple. Donc c'est cette envie, un peu j'étais techniquement satisfait, mais en termes de curiosité et de compréhension des implications profondes et des ramifications de mon corps de métier, j'étais un petit peu frustré. Et c'est pour ça que je suis allé dans un truc qui était un petit peu plus qualitatif et tangible. Et tu codais d'ailleurs toi-même non, t'as utilisé quoi comme outil informatique? Ouais, moi je codais, mais je codais pas les algos même qu'on utilisait. Je codais le pseudocode un peu. Ouais, du pseudocode pour faire du backtesting, tu vois, du truc où en gros, tu veux essayer une nouvelle stratégie avant de la faire vraiment avec des vrais produits et du vrai argent. Tu vas télécharger tous les prix, les mouvements des prix pendant 6 mois, et puis tu vas essayer de te dire si j'avais mis ce code durant les 6 derniers mois, qu'est-ce qui se serait passé en termes de profit and loss, de PNL, de retour financier. Et tu sais quel outil était utilisé par les traders? Quel langage informatique qu'ils utilisaient? Ouais, je veux pas aller dans trop de détails sur des secrets internes, mais disons que ça me paraît relativement trivial. Donc la plupart du code qui était vraiment sur les serveurs, c'était du C. Ouais, un petit peu plus optimisé que C++. Déjà C++, c'est assez low level en termes ingénieurs, donc c'était déjà pas mal, mais eux ils faisaient en C pour pouvoir contrôler encore un petit peu plus certains détails d'implémentation. Et puis moi, quand je faisais mes petits trucs de backtesting, en général, j'utilisais Python. J'ai fait un peu de R ou bien même de VBA, quoi. Ok. J'ai un dinosaure déjà. Et donc ouais, tu étais déjà sensible aux questions écologiques et sociales quand tu étais. Bon, tu y réponds un peu parce que t'as démissionné justement un peu pour ça, notamment pour le trop d'abstraction et pas assez de qualitatif, comme tu dis. Ouais, je dirais que ce désir de comprendre était le symptôme d'un désir profond en moi de faire quelque chose de mes diplômes autre que juste gagner de l'argent. Sinon j'y serais resté, j'aurais été très content. J'ai toujours eu la conception que je ferais le PFL pour aussi aller dans des métiers avec une haute valeur ajoutée et pouvoir influencer les choses de l'intérieur, etc. Il y avait une punchline de Kerry James et Orelsan sur dernier MC Remix qui si on est rentré dans le système, c'est pour le craquer de l'intérieur. Aujourd'hui, je me dis que c'est une punchline vraiment stupide. Mais elle avait de la gueule et puis moi ça m'inspirait. Et du coup, je me disais que ouais, il y avait un besoin de justice sociale pour divers déterminismes familiaux dont on peut causer après si ça intéresse les auditeurs et les auditrices, mais disons que j'avais déjà ce souci. Sur la cause environnementale, je dirais un peu comme tout le monde, j'avais conscience qu'on a un problème de climat, mais vraiment dans une superficialité totale. Et pas du tout de lien évident dans ma vision des choses entre mes activités professionnelles et le climat, par exemple. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué pendant ces 10 mois d'expérience professionnelle? Disons que le cash qui peut être généré dans la succursale suisse, en Suisse, on était moins de 20, hein.
que des hommes à part ça. C'est intéressant à noter. Mais on était un peu moins de ventes et puis on brassait beaucoup d'argent. Et puis à Chicago, ils sont moins de 150 et ça brasse vraiment des sommes colossales. Donc ça m'a un peu impressionné. Le côté très aussi, la mentalité des traders était marrante parce que de cette boîte en tout cas, qui est une boîte particulière, qui est une boîte héritière du pit, du trading pit, quand il y avait encore des traders avec des costards colorés qui étaient dans l'espèce de foire à la saucisse du Chicago Mercantile Exchange, du New York Stock Exchange. Ouais, la corbeille, Ouais, la corbeille, exactement, avec les gros écrans et puis des signaux et puis des gens qui gueulent, et du calcul mental. La boîte Ross Market était déjà active dans les années, je pense début des années 80, voire fin des années 70, à Chicago, dans le CME, le Chicago Mercantile Exchange, et puis après le CBOT et CBOE des autres échanges de Chicago. Parce que historiquement, New York, c'était plutôt les actions, alors que les matières premières, c'était plutôt Chicago. Du coup, il y avait cet héritage de trading un peu à l'ancienne, qui était très cow-boy, qui était très un peu viriliste, testostérone, ça gueule, ça fait de la muscu, machin. Moi, je trouvais ça marrant. Et puis, il y avait aussi une mentalité qui était très toujours à parier dans la vie de tous les jours. Quand on allait au bar boire des bières après la journée, il y avait jamais une personne qui prenait, ou on divisait jamais la note. C'était vraiment un jeu, tirage au sort. Okay. Tirage au sort. C'était une fascination pour l'aléatoire et le calcul rapide de probabilité. Du coup, qui se mariait bien avec les matheux, parce que maintenant on était dans les années 80, c'était encore beaucoup des gens du Midwest, pas forcément diplômés, qui allaient tenter leur chance dans le trading, et puis 9 se cassaient la gueule et le 10e devenait très riche. Mais là maintenant c'est très technique comme job, donc il y a beaucoup de mathématiciens, d'ingénieurs, de docteurs en maths, et du coup ouais, il y avait vraiment la passion récurrente pour ça, et puis quelques ex-joueurs de poker professionnels. Donc il y avait un peu la mentalité du bluff, la mentalité du calcul, la mentalité de qui va battre qui. C'était une ambiance très particulière qui m'a frappé, qui m'a étonné, mais qui m'a pas déplu. Moi, je trouvais ça assez drôle si on déconnecte un peu des impacts sociétaux que ça a. Bah justement, un peu une dernière question sur le thème de la finance de marché et du trading. Quelle est pour toi, selon toi, l'utilité sociale de la finance de marché et du trading? Pour caricaturer un petit peu, mais qui est pas si faux, aucune. T'as dit l'utilité sociale de quoi et du trading? De la finance de marché et du trading. Moi, je pense que si la finance de marché faisait un 10 millième du volume qu'elle a aujourd'hui, elle pourrait être utile. Le problème, c'est pas la finance de marché ou le trading, c'est les proportions que ça a pris. Donc, disons, avoir trading à la base, ça veut dire un marchand, quoi. C'est une personne qui échange. Avoir des traders entre le producteur de bananes au Guatemala et puis moi qui mange une banane à Lausanne, c'est naturel, il faut qu'il y en ait. La question, c'est juste à quel point ça a dégénéré en un espèce de cancer qui parasite toute la chaîne de production et toute la transformation, et puis même qui prend en otage les gouvernements, prend en otage certains mécanismes de FX, de taux de change, comme on l'a vu avec Soros, le marchand de la Banque d'Angleterre, prend en otage la production via l'actionnariat, prend en otage le marché des matières premières, fait des espèces d'oligopoles quand on regarde des trucs comme les ABCD des matières premières qui eux font du physique, du coup là c'est pas tant du produit dérivé, c'est les gens qui envoient vraiment des bateaux en Indonésie pour aller chercher le café ou en Colombie et qui l'amènent en Europe. Ouais, donc on voit vraiment ces mastodontes qui vont chercher les bateaux physiques à droite à gauche dans le monde et puis faire le négoce des matières premières. Ça devient des oligopoles en fait. Les ABCD, des boîtes comme Dreyfus, le D, le C c'est Cargill, le B c'est Bunge et puis le A c'est ADF, si ma mémoire est correcte, contrôlent 85% du commerce mondial de tout ce qui est céréales par exemple. Les Glencore ont des poids sur énormément des métaux et ce genre de machin. Donc ça fait une concentration de certains marchands, une concentration qui est extrêmement opaque, qui est extrêmement problématique, qui a tendance à former des cartels, on le voit bien avec des trucs de production de pétrole comme l'OPEP et machin. Du coup, c'est pas le problème de est-ce qu'il y a des marchands et des intermédiaires, c'est plutôt quelle est leur place, à quel point ils sont inféodés et subordonnés à du bien-être collectif et à des missions qui seraient de l'organisation rationnelle de la production et non pas de l'organisation purement à but d'extraction, d'accumulation et de profit. Ça pourrait vouloir dire qu'on pourrait avoir des marchands et des marchés sans qu'il y ait le délire dans lequel on est. Mais là, le délire, premièrement, de ces opacités, de cette concentration, de cette mainmise de certaines boîtes sur le monde, sur l'économie réelle, comme on pourrait dire,
et sur les entreprises via l'actionnariat et via la dette est délirant. Et puis les abstractions mathématiques qui en sont faites, si c'est ça qu'on appelle finance de marché, qui est donc la théorie qu'avec beaucoup de produits dérivés et beaucoup d'acteurs qui s'entregrignotent les uns les autres, tu aurais des marchés efficients et des prix très transparents, ça tient pas debout du tout. Disons qu'on voit très bien avec des flash crash ou des machins comme ça à quel point la liquidité peut vite disparaître en cas de problème dans les algos. Il peut y avoir des problèmes de crash et de chute de liquidité qui sont même pas compris a posteriori. Donc non, ça c'est vraiment des trucs qui, à mon avis, sont antinomiques du bien social. Et une question qui me vient un petit peu, auquel là aussi un peu tu abordes, que je trouve intéressante, c'est vrai que c'est vrai, souvent dans les milieux écologiques, dans les milieux sociaux, on a un peu des fois tendance, peut-être à cause des films ou quoi, à identifier le capitalisme à la finance, le capitalisme au trading. Le capitalisme pourrait tout autant détruire la planète et oppresser, dominer la majorité de la population mondiale sans le trading, sans la finance de marché. Ouais. À la limite, c'est peut-être je sais pas comment rappeler ça, mais une excrétion, enfin un espèce de cancer ou un module. Mais c'est peut-être un lubrifiant qui permet un petit peu à un rouage, à une machine de fonctionner encore plus vite, d'aller encore plus loin, de générer encore plus. Ouais. Et de créer un peu aussi une illusion de croissance avec l'explosion de la dette depuis une cinquantaine d'années, les marchés de la dette qui deviennent beaucoup plus profitables, etc. Mais voilà, et qui du coup donne un peu une impression un peu artificielle de croissance. Ouais. Mais voilà, tu fais bien, comme tu le fais un peu, la distinction à pas mettre toute l'attention des problèmes de l'économie actuelle sur la finance de marché et le trading, quoi. Ouais, effectivement. Et puis moi j'ai un petit peu toujours du scepticisme face à l'utilisation trop facile du mot capitalisme pour un peu dénoncer tous les mots. C'est un concept qui m'intéresse fondamentalement, hein, le concept historique de capitalisme. Mais déjà, je pense qu'il faut dire toujours décapitalisme. On peut dire qu'il y avait des embryons de capitalisme déjà à Venise il y a 800 ans. Mais où est-ce qu'on met le début exact? Est-ce qu'il est à Venise il y a 800 ans? Est-ce qu'il est à Amsterdam au XVIIe? Est-ce qu'il est à dans l'Égypte antique? Ouais, il y en a qui vont un peu loin. Il y a des théories sur ça. Ouais. Et du coup, on parle de quoi exactement quand on dit capitalisme? Est-ce qu'on parle du fait qu'il y avait déjà des bateaux avec déjà des stock exchange, des bourses comme à Bruges ou comme à Anvers ou comme à Amsterdam il y a 300, 400 ans, voire 500? Et est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de l'actionnariat? Est-ce qu'on parle du fait qu'il y ait des marchands qui s'embarquent à droite à gauche pour aller faire de l'arbitrage géographique et aller ramener des épices de la zone c'est quoi les molus, j'ai oublié le nom, les Moluques, dans la zone de Sulawesi en Indonésie de l'Est, dans ces zones où il y avait des trucs qui valaient très cher en Europe s'ils étaient ramenés. Donc et c'est ça le capitalisme, donc du coup c'est fondamentalement marchand et c'est fondamentalement de l'arbitrage géographique. Est-ce que c'est l'impact de la dette? Est-ce que c'est le salariat? Est-ce que c'est des dynamiques profondément coloniales ou esclavagistes ou néocoloniales qui ont diverses modalités à travers l'histoire et à travers la géographie? Donc voilà, c'est intéressant à analyser le capitalisme ou les capitalismes, mais faut toujours, moi j'aime bien essayer pas de nuancer, parce qu'il s'agit pas de nuancer, il s'agit juste d'être précis dans quel aspect de système économique au pluriel on est en train de parler. Carrément. Et ok, bon, j'en avais une dernière, mais je vais passer directement maintenant donc à la deuxième partie de ton parcours professionnel. Donc en mai 2018, tu intègres donc le prestigieux cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, BCG. Avec McKinsey et Bain, le BCG règne en maître dans l'univers du conseil en stratégie. Qu'est-ce que le conseil en stratégie? À quoi ça sert? Ouais, alors disons que ces trois boîtes, McKinsey en particulier a été le fondateur du conseil en stratégie dans les années, c'était progressif, mais disons, je pense 50-60, ça a vraiment été des moments décisifs, même si dans les années 30, c'était vraiment là qu'il y a eu le deuxième patron de McKinsey, qui était un type très emblématique et qui a mis un peu sur pied cette industrie, et après ça s'est développé. Disons que le conseil en stratégie, c'est des gens qui sont loués pour une mission particulière aux dirigeants d'entreprise. Donc il y a des dirigeants, des cadres d'entreprise, des exécutifs, des gens qui sont le PDG et son entourage proche, qui sont au sommet de la pyramide que représentent les multinationales. Pyramide dans le sens où il y a vraiment une hiérarchie bien définie, et puis chacun sait dans la pyramide à quelle hauteur on est, et puis qui nous donne des ordres et à qui on peut donner des ordres. Donc les lignes de reporting, comme on dit, qui est d'ailleurs fortement inspiré
du féodalisme ou d'organisation militaire, mais bref, passons. Et du coup, les gens qui sont hauts dans cette structure ont des fois besoin ponctuellement d'une analyse externe. Ça peut être par exemple sur une analyse de marché très particulière parce que on veut lancer un nouveau produit dans toute l'Europe, ou ça peut être sur une analyse compétitive parce qu'un nouvel entrant est venu depuis l'Allemagne casser les prix dans le marché d'Amérique latine. Donc il peut y avoir des questions ponctuelles comme ça, où les grandes entreprises qui d'habitude savent un peu gérer leur routine, là ont besoin d'une expertise externe qui se base sur le fait que cette boîte externe a déjà vu ce genre de problématique chez des autres clients. Et donc ça va être des conseils qui vont être amenés basés sur ces expériences à l'ancienne, et puis basés sur d'autres clients, et basés sur tout un réseau d'expertise ou de prétendue expertise. On pourrait débattre là-dessus, mais disons en tout cas c'est vendu comme de l'expertise très particulière de certains domaines pointus, et c'est aussi vendu comme étant rempli de personnes très compétentes, très diplômées et machin. Donc c'est des boîtes qui recrutent que dans des écoles surdiplômées avec des excellentes notes, des expériences professionnelles au préalable. Souvent les consultants parlent plusieurs langues, et souvent il y a des gens qui ont été sportifs de haut niveau, ce genre de choses. Donc ça aide aussi après à les vendre un projet très cher. Et puis voilà un peu ce que c'est le conseil en stratégie. Donc c'est vraiment un PDG ou un Chief Financial Officer qui va mandater un de ses cabinets pour avoir pendant 3 mois une expertise ponctuelle, ou 2 mois une expertise ponctuelle d'une équipe de 4 personnes qui va faire que tenter de répondre à cette question en collaboration avec le client. Ok, et comment est-ce que tu expliques que ce soit aussi rentable ? C'est extrêmement rentable parce que les clients sont des mastodontes. C'est le premier truc qu'il faut dire. McKinsey ou BCG ou Bain ne va jamais être employé par le restaurant du coin, même si c'est un gros restaurant qui a 40 employés. Jamais. Le fait est que quand tu es PDG et que tu as 30 000 employés et que tu as un chiffre d'affaires de, je sais pas moi, plusieurs milliards annuels et des profits qui se comptent en dizaines ou en centaines de millions, le moindre des changements stratégiques aura direct une répercussion qui se compte en millions. Donc si, pour faire un choix intelligent, tu dois claquer 500 000 balles dans un cabinet de consultants qui vient te donner des trucs, qui te rassurent dans ta question, qui des fois sont aussi des boucs émissaires, mais ça c'est un autre aspect du truc, mais qui vont pouvoir étayer ton analyse, l'utiliser en interne pour vraiment appliquer quelque chose, ou bien pour des buts politiques internes à l'entreprise, ça peut valoir la peine, parce que chaque décision qui sont prises, vu les ampleurs et la taille de ses clients, va valoir plusieurs millions. Donc c'est pour ça que d'un point de vue d'un client, je veux dire, j'entends des fois des caricatures de dire c'est de l'argent dépensé ou c'est des prix qui sont beaucoup trop chers. C'est pas vrai, parce que à nouveau, si c'est des décisions qui valent rapidement beaucoup d'argent. Et que produisent le jargon création de valeur, le culte de la performance, comme ne pas compter ses heures, la pratique intensive du sport, etc., chez ceux qui font partie de ce monde? C'est intéressant comme formulation. Je dirais que ça procure... alors, je séparais en deux trucs. Je séparais la partie de mots comme création de valeur de la partie de perception de... culte de la performance. Culte de la performance. Okay. Donc pour commencer sur la valeur, je dirais que ça fait partie d'un jargon managérial qui évacue des questions trop politiques. Par exemple, au lieu de dire rapporter des profits aux actionnaires, on va dire créer de la valeur. Donc ça fait une espèce de motivation, il y a presque une idéologie noble, hein, quand on demande à un employé lambda de BCG ou de McKinsey, en tout cas qu'on connaît pas trop, donc il va pas aller dans du vrai, mais qui va donner un speech superficiel. C'est vraiment non, mais on améliore le monde. Le slogan officiel de BCG, c'est Unlocking the potential of those who advance the world, donc débloquer le potentiel de ceux qui font avancer le monde. C'est extrêmement cynique parce qu'on peut dire ouais, ok, c'est pas forcément faux, mais quel potentiel, c'est qui ces gens qui font avancer le monde et ils le font avancer dans quelle direction? Donc en jouant comme ça avec des mots un peu valises qui peuvent être interprétés à double sens, tu arrives à évacuer des questions politiques, tu évites du coup à avoir des questionnements trop profonds de la part des employés, tu évites d'avoir des questions éthiques qui se posent, et donc tu vas tout le temps avoir recours à ça. Par exemple, des choses comme créer de la valeur, c'est clair, mais le novlangue managérial, il est présent partout. Par exemple, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on appelle un plan social quelque chose que tu fais comme un espèce de deal une fois que tu as licencié plein de gens. C'est antisocial, mais pourtant ça s'appelle plan social. Ou bien
négociation ou ce genre de trucs, en fait c'est des bras de fer. Enfin tu utilises toujours des mots qui évacuent un peu des questions qui pourraient être beaucoup conflictuelles et problématiques. Exactement. Et donc ça fait que aussi les employés se rebellent moins ou sont plus à l'aise avec ce qu'ils sont en train de faire, même si objectivement ça peut être des saloperies. Par exemple, on n'entendra jamais parler de néocolonialisme, ça va être des mots comme développement. Donc ça sort de la sphère purement de consulting, hein. C'est vraiment des mots qui sont transversaux, disons, aux grandes entreprises, aux écoles de management, à certaines écoles qui ne sont pas de management, au monde politique, au monde des médias, au monde, disons, institutionnel, du complexe ONG, organisation internationale. Et donc, c'est vraiment vicieux, c'est redoutable. C'est du novlangue au sens de 1984 d'Orwell, quoi. Par contre, le vocabulaire un peu de la performance et du culte de la performance, ça, je pense qu'il sert plutôt à avoir des gens qui sont dans le rang, des gens qui aiment cette performance, donc qui vont avoir une performance, des gens qui ont confiance et donc qui vont avoir une meilleure capacité de vente aux clients, qui sont présentés de manière impeccable, donc avec une barbe bien rasée comme je l'avais à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui, ou au moins taillée de manière esthétique, des beaux costards, un espèce de ethos qui renvoie de la confiance, et puis dans toutes les techniques que l'on connaît très bien pour avoir, disons, on peut appeler ça de la manipulation, hein, mais tous ces petits hacks psychologiques de être souriant, de serrer la main, de poser beaucoup plus de questions que ce que tu donnes comme information, parce que ça va faire que la personne en face peut raconter sa vie et va se sentir en valeur, etc., etc. Donc ça, c'est les consultants sont fondamentalement des vendeurs. Et ouais, toute cette dynamique de performance, de sport, de beauté esthétique, de machin, rentre dans une espèce de idéologie interne qu'on est assez supérieur et que du coup on va travailler très dur, mais il y a quelque chose de stylé dans ce travail dur, quoi. On n'est pas des esclaves. Je pense que au bout d'un moment les gens pètent des plombs avec ce genre de rythme, donc le turnover est très haut. En tout cas au début t'es fier de travailler là-dedans et tu te sens un peu comme un élu. Donc forcément tu vas beaucoup moins grogner quand tu vas faire 50-60 heures, donc les patrons sont contents. 50-60 selon les régions géographiques du monde, c'est une semaine très très light. Si c'est par exemple BCG Shanghai, ce sera en plus dans les 80 de manière courante. BCG Paris, c'est un peu plus chier. Ah, ok, c'est bon à savoir pour les Français, les Parisiens qui écoutent. Et dans un entretien, pour le quotidien suisse Le Temps, tu parles de projets discutables en lien avec l'agroalimentaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Ouais, alors à nouveau, je veux pas me prendre de procès en diffamation ou de révéler de secret d'entreprise ou ce genre de choses. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que il s'agissait d'un projet classique de consulting. En fait, quand tu fais des clients, disons dans le monde du consulting, tu segmentes en deux dimensions. Première dimension, c'est quelle industrie. Donc est-ce que tu es dans l'agroalimentaire, ou est-ce que tu es dans le pharma, ou est-ce que tu es dans le gouvernemental, parce que ça arrive aussi comme je le disais avant, ou est-ce que tu es dans le bancaire, ou est-ce que tu es dans etc., dans la télécommunication par exemple. Et ça c'est la première façon de classifier les projets, c'est selon l'industrie d'opération du client. Et la deuxième façon de segmenter les projets, c'est qu'est-ce que tu fais pour ce client. Et puis il peut y avoir plein de trucs, donc ça peut être du côté de accélération de vente et de marketing, ça peut être du côté de pénétration dans un nouveau marché et lancement de produits et ce genre de choses, ça peut être dans un côté de diminution de coûts, donc ça peut être via des licenciements purs et durs, ça peut être via une réorganisation de la hiérarchie d'entreprise afin de virer des cadres qui sont des gens qui coûtent cher, donc les cadres aussi sont victimes de leurs propres trucs, et ça peut être finalement des trucs qui sont de l'ordre plutôt de l'automatisation, qui in fine aboutit souvent à des pertes de jobs, et donc dans le long terme à des réductions de coûts et donc des profits augmentés. Et le cœur, parmi tous ces machins que je viens de citer, il y en a un qui est vraiment exemplaire de la stratégie du conseil en stratégie, c'est la stratégie pure d'entreprise. Donc par exemple, c'est des questions extrêmement larges qui sont résumées en une phrase. Par exemple, quels sont les marchés qui offrent la plus grosse croissance en Europe de l'Est pour les 5 prochaines années? Voilà. Tu as un mois pour résoudre cette question. Bien entendu en collaboration avec le client, t'es pas en train de faire un truc ex nihilo d'académique ou je sais pas quoi. Et du coup, là ce projet agroalimentaire, c'était pour un client qui était actif dans l'agroalimentaire, un mastodonte du domaine, qui nous demandait exactement cette question: quelle gamme de produits dans quel marché en Europe de l'Est je dois faire pour avoir la meilleure stratégie sur les 5 années à venir, pour un groupe qui avait rien qu'en Europe 30 000 employés. Donc qui pesait lourd et qui avait des capacités de destruction massive en termes de marketing, notamment chez les enfants. C'était de l'agroalimentaire plutôt du côté sucrerie. Du coup, ce qui m'a profondément dégoûté là-dedans, c'était le fait que, littéralement, j'étais en train de aider un mastodonte qui était un Goliath en fait, qui, comme le film qui est sorti récemment d'ailleurs, qui a des armes complètement disproportionnées, à aller en Europe de l'Est,
inondé de biscuits ou de madeleines industriels fabriqués selon on ne sait quel type, ces marchés qui n'ont rien demandé, du coup détruire le tissu marchand local de peut-être petits fabricants boulangers traditionnels dans un coin, etc., etc. Donc factuellement, tu conduis à une uniformisation du monde, où en fait ta capitale d'Europe de l'Est va finir par ressembler en termes de offre de produits à Kyoto ou à Buenos Aires, à cause de ces grands groupes qui répandent leurs produits partout. Et puis, tu as aussi l'autre problème qui est que, factuellement, ce qu'on vendait, c'était pas forcément des produits bons pour la santé. Donc, j'étais en train d'aider une double saloperie. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué pendant tes premières années d'expérience professionnelle chez BCG? En fait, c'était l'enchaînement de d'abord quelques projets dans la 5G, donc qui était un peu discutable à l'époque. La contestation contre la 5G, c'était surtout pour des raisons sanitaires. Moi, je pense que ce qui est plus contestable dans la 5G encore que ça, c'est la question énergétique premièrement et la question de projet de société deuxièmement. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des machines connectées partout, etc., etc. Donc, je me posais quand même déjà des questions. Ensuite, je suis parti au Moyen-Orient travailler pour une pétromonarchie notoirement irrespectueuse de plusieurs conventions internationales de droits humains, de problématiques internes, d'influences géopolitiques néfastes, etc., etc. Et ensuite, j'ai enchaîné avec certains de ces projets, dont celui de l'agroalimentaire, qui m'ont profondément dégoûté. Donc là, j'étais en état de « mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi ? Pourquoi est-ce que je suis en train d'aider ces causes qui fondamentalement m'inspirent plutôt du dégoût ou de l'horreur que de la sympathie ?» Donc j'avais ces espèces de crises internes, et en même temps, ça se doublait avec des espèces de scandales médiatiques, comme l'affaire Jamal Khashoggi qui s'est fait découper en morceaux et dissoudre à l'acide dans une ambassade, ce qui est quand même aberrant en termes diplomatiques. C'est plus que aberrant, c'est multicriminel et multi-insultant et gravissime. Bien entendu qu'il n'a pas été inquiété parce que MBS le prince saoudien. Le prince saoudien Mohammed bin Salman est un grand allié d'Israël et des États-Unis, donc disons diplomatiquement encore hier je regardais un thinkerview d'un grand diplomate français qui répondait à mais pourquoi on n'a pas plus réagi à cette dissolution à l'acide machin, qui disait qu'est-ce que la France peut faire si les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite. Donc c'est très difficile de rompre des contrats avec l'Arabie Saoudite. Et aussi un des plus gros acheteurs d'armes de la France. C'est qu'on est verrouillé à la fois on prend leur pétrole, on leur donne des armes. C'est absolument très bon client. Et très diplomatie à notre visage. Bien sûr, la diplomatie est inféodée aux intérêts commerciaux. Mais du coup, il y avait ce scandale qui est paru quand j'étais déjà à BCG, où il y avait le cas Khashoggi, qui était titré dans le New York Times, ces boîtes de consulting américaines qui aident des régimes dictatoriaux. De mémoire, c'était sûrement pas comme ça que c'était formulé, mais c'était ça que ça voulait dire. Et il y avait une grosse image de Mohammed bin Salman avec dessus un dossier avec le logo de BCG très bien visible. Donc je me disais quand même, putain, ça fait chier, ça fait un peu... C'est un peu drôle, quoi, de te retrouver pour un employeur qui est dans les news comme ça. Et après mes expériences où je commençais à péter un plomb, notamment avec l'agroalimentaire, mais aussi des trucs dans le médical ou des trucs dans la ubérisation, il y a eu un autre scandale corporate où BCG a été mis en valeur, ou mis en dévaleur, ou mis en infamie dans le monde entier par des journaux comme le New York Times ou Le Monde, dans le International Consortium of Investigative Journalists, le ICIJ, qui fait régulièrement des trucs sur l'évasion fiscale, mais qui a fait là en l'occurrence les Luanda Papers, qui montraient comment BCG avait été instrumental pour que Isabel dos Santos, fille du président de l'Angola, fasse sortir des sommes colossales de son pays, qui est un des pays avec une des proportions les plus fortes de personnes qui ont encore des problèmes alimentaires de base, quoi, de survie, de l'ordre de la survie. Donc tu te dis mais je peux pas continuer ce job. Donc voilà un peu ce qui était, je pense, le plus, là c'était violent, le truc de Isabel dos Santos, et puis de me ramener à Genève, et puis d'avoir certains de mes collègues qui avaient été directement impliqués dans des cas qui touchaient à cette nébuleuse angolaise. J'étais en colère contre moi-même et contre ma carrière. Là ça craque de toutes parts là. Ça craque de toutes parts. C'est la 5G, l'Arabie Saoudite, Isabel dos Santos, c'est ok. Donc là on arrive Je veux dire, il faut être quand même balèze en se mentir à soi-même pour ignorer ces choses, quoi. Le fait est que la plupart le font, mais moi j'en pouvais plus. C'est ça rend la surprise et l'étonnement, voire même l'écœurement envers ceux qui même sont directement encore plus que toi aux manettes et responsables de ce genre d'opération encore plus. Et toutes les petites mains complices. Exactement. Donc là on est fin 2019 à peu près, début 2020. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Début 2020, le Luanda Papers, c'est janvier 2020. Ouais.
Ok, et donc voilà, on est en février 2020, février-mars 2020, le Covid arrive en Europe, et il s'avère donc quasiment à ce moment, tu te retrouves détaché en mission, toujours en tant que consultant pour les BCG, tu te retrouves détaché en mission pour le WWF, donc le World Wide Fund for Nature, le Fonds mondial pour la nature. Donc c'est une organisation non gouvernementale internationale qui est vouée à la protection de l'environnement et au développement durable. Il s'agit d'une des plus grandes ONG environnementalistes au monde. Pourquoi est-ce que tu as demandé à être détaché au WWF? Ouais, en cours de 2019, j'ai commencé à vraiment être percuté par ce que ça voulait dire la 6e extinction de masse. Je crois que c'était avec un Thinkerview d'Aurélien Barraud que ça m'a vraiment dit « Waouh, putain, en fait, il y a tout qui est en train de crever ». Et du coup, j'ai commencé à lire des trucs sur l'histoire de la pensée écologique et sur la 6e extinction de masse. Je me suis dit, putain, c'est vraiment violent. Et à BCG, j'avais toujours eu comme ambition de faire des clients gouvernementaux, si possible pas des pétromonarchies, même si c'est ce que j'ai fini par faire, mais et des ONG. Donc je me disais au début, je voulais aller dans des ONG d'éducation, mais là, vu qu'en 2019, je commençais à profondément percuter ce que ça voulait dire l'effondrement de la biodiversité, je me suis dit, bon, autant aller dans une des ONG les plus visibles mondialement et les plus actives mondialement dans ce domaine. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles étaient les missions que tu as été amené à réaliser sur cette année? Donc tu as fait entre février 2020 et à peu près février-mars 2021. Ouais, c'est ça. J'ai fait plus de 12 mois là-bas et en gros, c'était, j'étais pas en tant que consultant standard avec une équipe BCG, etc. J'étais en tant que ce qu'on appelle un secondee, qui vient du secondment, il n'y a pas de traduction française, c'est-à-dire un espèce de stage interne à l'entreprise ou au client, dans ce cas dans l'ONG, où j'avais un job fixe qui était gestionnaire d'un projet, disons, de lobbying international sur des accords diplomatiques de loi environnementale. Donc typiquement tout ce qui est le UNFCCC, en France ça s'appelle Programme des Nations Unies, Programme 4 des Nations Unies sur le changement climatique, je crois. Convention cadre. Convention cadre. Des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc qui organise les COP qu'on connaît bien, COP 21 avec les accords de Paris, COP de 26 de Glasgow récemment, mais aussi une autre des 3 conventions qui sont sorties de Rio en 92 du sommet de la Terre, qui est la convention sur la diversité biologique, et qui a des COP aussi, mais qui sont un petit peu moins régulières que celles du climat. Donc là, on en était à la COP 15, en cours de préparation quand je suis arrivé. Et donc, en gros, il fallait faire du lobbying international avec nos équipes WWF en Afrique. Moi, mon rôle était en Afrique, dans les 15 pays où on avait de la présence en Afrique, pour aller influencer les ministères de l'environnement pour que l'ambition soit maximale dans ces accords de type COP 21 ou type 15, COP 15, COP 26 ou COP 15, pardon. Donc ça, c'était le cadre de ma mission. Donc en tant que gestionnaire de projet, je gérais des équipes dans ces 15 ou assistant aux gestionnaires de projet Afrique. J'étais son bras droit pour gérer la 50aine de personnes dans les 15 pays qui étaient actifs sur ce projet du WWF, qui tombait dans une casquette qu'on appelait en interne, et même c'est public, le New Deal for Nature and People. Ok. Et donc, oui, si tu veux un petit peu peut-être un peu me détailler, ou directement je vais peut-être passer à une question un petit peu plus polémique par rapport à un entretien au Monde que tu as donné récemment. Tu as eu cette formule assez savoureuse: si les ONG n'existaient pas, les multinationales les auraient inventées. Tu parles de leur rôle officieux contribuant à l'immobilisme général et à l'impression que tout est sous contrôle. Comment est-ce que tu es arrivé à ce constat? Ouais, c'était violent ce constat, parce que c'était violent psychologiquement, parce que je sortais de ces espèces de négociations pour les... Ouais, non, vas-y. Non, je sortais de cette période Isabelle Dos Santos, BCG, machin, je me dis putain, yes, enfin, je vais pouvoir mettre à profit mes diplômes pour être dans des causes nobles. Là où je dis que certaines ONG servent profondément le système de multinationales ou le système de finance mondialisée ou le système capitaliste, pour utiliser ce mot un peu valise, c'est de dire que la poudre aux yeux est nécessaire, l'illusion de contrôle est nécessaire. Il y a un terme qui me paraît adapté, c'est la fabrique de la lenteur. Ça a été utilisé pour décrire les COP. Et un autre terme qui a été utilisé pour décrire certaines ONG systémiques. Et à nouveau, ONG, c'est un terme très précis, très peu précis et très fourre-tout. Donc il y a des ONG, il y a des associations qui font du bon taf. Et certaines ONG systémiques mastodontes, comme le WWF, sont en partie dans ce que d'autres appellent la fabrique de la dissidence. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une dissidence musclée, qui viendrait de la rue, qui serait du vrai mouvement civil, qui serait des vrais mouvements d'émancipation comme il y en a eu dans l'histoire qui ont eu du poids, on contrôle un peu comment la dissidence est faite.
déjà en l'alimentant de finances, parce que les ONG de cette taille sont nourries en partie par des dons de membres, mais aussi par des philanthropes, des fondations, des mécènes, aussi par des gouvernements, de très grande façon, et puis de façon un petit peu plus marginale dans le cas du VVF, par des grandes entreprises. Mais ça, ils essayent de contrôler quand même, parce que ça ferait un peu scandale. Mais factuellement, par les labels et par ce genre de trucs, c'est ce qui se passe. Une corruption plus implicite. Ouais, ou du passage d'argent, ouais. Par exemple, moi, j'étais transmis presque gratuitement au VVF par BCG, donc c'était en gros du paiement en nature. Et puis ensuite, BCG, grâce à ça, gagne le droit de mettre le logo VVF dans ses séances de recrutement, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu de transaction financière, mais le fait est que moi, j'étais un consultant qui était pratiquement pas facturé pendant 1 an, alors qu'ils auraient pu me mettre sur des clients corporate et puis gagner beaucoup d'argent grâce à ma facturation. Donc, de facto, BCG perd de l'argent en plaçant des consultants, etc., etc. Mais c'est un peu une dépendance du VVF à avoir ces argents de grandes entreprises, etc. Donc, disons que du coup, le WWF est pris dans un réseau de pouvoir où, par exemple, si l'antenne camerounaise du WWF veut aller dénoncer la gigantesque multinationale française juste à côté qui est en train de couper la forêt ou qui est en train d'exploiter une mine de façon dégueulasse, elle se prend un coup de fil de l'Agence française de développement qui va lui dire vous savez qu'on vous donne pas mal d'argent quand même. Donc c'est difficile d'opérer dans ce contexte. Et du coup, très souvent, ça passe pas par des trucs aussi explicites qu'un coup de fil gouvernemental des pays du Nord. C'est beaucoup plus de l'autocensure. Tu sais un petit peu que tu dois pas trop en demander, quoi. Et tu sais que tu vas viser la COP, qui est quand même mou, qui est quand même un accord basé sur du mou. Je veux dire, c'est des trucs qui doivent se faire au consensus sur plus de 190 pays. Donc comment tu vas avoir un truc qui soit un petit peu fort là-dedans, quoi, quand tu as des États, sans même parler du rôle de la France ou de la Suisse là-dedans, mais même des États comme la Russie ou l'Arabie Saoudite qui dépendent d'exportation d'hydrocarbures, c'est sûr qu'ils vont bloquer des trucs climatiques contraignants. Donc travailler au WWF et pas te rendre compte que tu es en train de prendre les questions d'effondrement de la biodiversité par des armes relativement faibles, c'est quand même assez problématique pour moi. Cela dit, il y a aussi des trucs bien avec le WWF, des documentaires comme One Planet ou bien des machins comme le Living Planet Report qui est publié tous les 2 ans avec des rapports sur l'effondrement de la biodiversité, c'est utile. Des antennes nationales du WWF peuvent périodiquement faire des trucs utiles. Je dis pas que c'est une entité monstrueusement homogène. Cela dit, si elle n'existait pas, les contestations et les accusations face au système de production actuel capitaliste et assez financier et assez multinational, la contestation serait beaucoup plus crue, beaucoup plus nue, la domination serait beaucoup plus nue, donc il faut qu'il y ait une forme de tranquillisation, de tranquille, on est sous contrôle, on a signé les accords de Paris, tranquille, on est sous contrôle, on a ces labels, tranquille, on est sous contrôle, on fait de la finance responsable. Et certaines ONG participent à cette poudre aux yeux, à cette fabrique de la dissidence, à cette fabrique de la lenteur. Donc c'est cette espèce de mur de fumée qui alimente le greenwashing, qui fait qu'il y a vraiment, à mon avis, un manque de prise de conscience de à quel point on est loin du compte en termes de ce qu'il faudrait faire pour éviter des catastrophes absolues. Ou même, c'est un petit peu tard parce qu'elles sont déjà en cours de la perspective du vivant. Mais bref, les réduire, les amortir. Donc ouais, c'est en résumé, et tu l'expliques super bien, voilà, ça permet donc à des organismes comme ça qui ont une visibilité internationale assez massive, voilà, d'alimenter un attentisme, d'alimenter voilà, une impression que tout est sous contrôle, tout en permettant et sans jamais accuser certains architectes du désastre écologique et social, parce que voilà, soit ils ont leur financement, soit il y a des accords tacites, des intérêts communs, qui passent par différentes formes d'influence, pour pas dire corruption. Mais voilà, dans les deux, elle joue sur 2 plateaux, quoi, un petit peu, voilà, c'est donner aux activistes l'impression que quelque chose se fait, ou même à toi, en fait, même en tant qu'ancien salarié d'une grande multinationale. C'est sûr, parce que les employés se disent, on est quand même dans du moins pire. J'aurais pu être à Coca, être payé 2000 balles de plus par mois, je suis dans une ONG, donc je suis quand même bien. Donc c'est difficile de faire une critique dure aussi de ces ONG, parce que c'est un peu du côté des gentils quand même. Mais ma phrase, en fait, dans le monde, là, le truc de si les ONG n'existaient pas, elles auraient été inventées par les multinationales, et les light, en fait. Parce que la vérité, c'est qu'elles ont été inventées par les multinationales. Elles ont été développées historiquement pour avoir une espèce de prise de contrôle de la dialectique diplomatique internationale. D'ailleurs, dans un contexte de guerre froide des années 50 et 60, c'est là qu'il y a le boom de la philanthropie, et qu'il y a aussi, face au gouvernement très fort qui émerge de la Seconde Guerre mondiale avec le compromis social-démocrate, etc., il y a un besoin de la part des grandes fortunes de reprendre un peu
la main face au pouvoir public administratif et obscur de leurs yeux de l'État, de reprendre un contrôle, une mainmise là-dessus. Donc c'est beaucoup plus facile d'être influent sur ça. Et puis à nouveau, c'est du Goliath, c'est des pieuvres, c'est gros machin. Donc tu vas avoir des influences de multinationales et de gros financiers sur la politique via le lobbying, via l'achat, via la corruption, via plein de trucs, mais aussi sur le mode de production et sur la politique, notamment étrangère, grâce aux ONG. Donc ouais, merci beaucoup pour ce retour et cette colère. Tu nous as contacté avec l'assaut tu as contacté, vous n'êtes pas seul, pendant la rédaction de ton rapport à ta hiérarchie quand tu étais détaché par BCG pour WWF et donc tu as pointé en interne une rafale de constats sur le désastre écologique à tes supérieurs, à tes anciens collègues. Donc un rapport qu'on pourra d'ailleurs rendre accessible, où il n'y a rien de confidentiel en fait, juste tu mets en avant notamment via des vulgarisateurs comme Aurélien Barraud, quelque chose qui est quand même connu et documenté depuis assez longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que tu le fais sur l'angle de la biodiversité, contrairement à la plupart des rapports ou des indignations aujourd'hui dans le monde corporate qui sont vachement sur le climat, où les solutions justement sur le climat pourraient avoir l'air d'être beaucoup plus techniques, beaucoup plus des solutions, des résolutions pourraient être beaucoup plus technologiques. Bon, on va pas s'étaler sur le fait que ce soit une impasse, mais là pour le coup, pour l'effondrement de la biodiversité, même les experts du sujet comme l'IPBES sont assez clairs. Donc le 12 juillet, dans une tribune au Monde, il y a un titre, la course au profit et à la croissance alimente l'effondrement de la biodiversité, avertit l'IPBES. Voilà, les choses sont vraiment assez claires, chose que le GIEC fait un petit peu moins, et donc c'est vrai que c'est plus dur de s'accrocher à l'expertise scientifique du GIEC pour vraiment dénoncer la cause du désastre. Donc tu le fais avec ces rapports d'expertise et des documentations que tu entretiens au cours de ta prise de conscience. Quelle était la réaction de ta hiérarchie, tes supérieurs? De ma hiérarchie plus ou moins muette, mais de mes pairs, des collègues aussi en général. Des collègues disons qui avaient moins de 4-5 ans dans la boîte et donc qui n'étaient pas encore la partie des gens qui filtrent, parce que les gens qui arrivent à 5 ans d'expérience dans du MBB, dans du McKinsey, BCG, Bain, sont en général, je pense 5 ans, c'est de l'ordre de 20%, donc 80% à démissionner, s'est fait virer avant ça. Donc disons le 20% qui tient 5 ans et qui est suffisamment en accord avec le fonctionnement de ces boîtes n'est pas représentatif de toutes les personnes qui y rentrent. Dans les personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience, j'ai eu un soutien quasi unanime. Des retours extrêmement positifs, une avalanche on a besoin d'en savoir plus sur ça dans le Zoom, parce que c'était par Zoom, et vraiment une trentaine de plus et de machins qui ont défilé, j'avais jamais vu ça. Donc moi j'encourage toute personne qui voudrait faire une présentation en interne à prendre les diapositives comme base et puis à les modifier comme les personnes le veulent, et puis à aussi faire ça, parce qu'il faut pas avoir peur, quoi. C'est la vérité, c'est factuel, c'est des trucs comme bon, il y a des mots qui sont placés comme des croissances qui font dresser des cheveux. Des mots obus, ouais. Ouais, des mots obus comme ils disent chez les décroissances, c'est juste. Mais je pense qu'il faut les mettre sur la table. Moi, je te coupe un peu parce que oui, ça peut paraître comme un pas de côté qui peut être un peu mal vu, quand tu pourrais être perçu comme moins productif, moins... Oui, absolument. Donc, c'est ça, c'est vrai, aux gens, c'est pas tant que c'est une réalité, malgré quelques mots un petit peu provocants, mais le fait que pointer du doigt cette réalité, tout a été fait depuis tes études, d'ailleurs, voilà, on n'a pas parlé, mais voilà, implicitement, tu l'as découvert sur le tard par toi-même, tu t'es auto-instruit là-dessus. S'intéresser à ce genre de réalité, à l'impact, la finalité sociale, écologique de son métier, c'est quelque chose qui ne doit pas être discuté, c'est vulgaire presque de parler de ça. Ouais, ça te met tout de suite dans un camp quasi contestataire en fait. C'est vrai. Donc loin de moi l'idée de dire prenez ces diapos et faites-le, vous aurez aucune répercussion. C'est vrai qu'il y a une forme d'autocensure, et qu'il y aura aussi une forme de, sur le long, si t'es la personne tout le temps dans ton équipe ou dans ta boîte à ramener des dimensions sociales et écologiques, tu risques d'avoir au fur et à mesure, je dirais pas des problèmes formels, mais peut-être des petites remarques de la part des hiérarchies. Une placardisation un petit peu. Ouais, une placardisation, une non-promotion, un machin, et puis d'être un petit peu plus mal vu. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des répercussions. Bon, au bout d'un moment, il faut s'engager, quoi. C'était Einstein qui disait le monde sera détruit pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Donc voilà, au bout d'un moment, si t'es conscient et que t'as envie de faire des choses, et que t'es pas capable d'un minimum te mouiller,
bah, tu fais partie des complices. Mais du coup, sans vouloir faire la morale, le point est de dire oui, effectivement, il peut y avoir des impacts à long terme sur la hiérarchie, sur un job, et c'est pas possible pour toutes les personnes de démissionner et de renoncer à certains montants. Ça, j'en suis conscient. Et je pense que pas tout le monde peut le faire, et ça va très bien. Cela dit, il faut pas non plus penser que juste en faisant quelques diapos sur des trucs qui sont factuels, on va se faire virer. Moi, dans mon cas, il y a même eu des patrons qui m'ont encouragé à faire une deuxième présentation qui serait plus complète, etc., etc. Parce que voilà, même les patrons sont des humains, et même les patrons ont peur, et même les patrons ont leur gamin à la maison qui leur dit papa, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu ce courage et puis sur le coup, en une fois faire ça, il n'y a pas de répercussions monstrueuses, quoi. Et ouais, comme tu dis, ça qui est peut-être une incompréhension globale des gens qui n'ont pas atteint ces sphères et que toi tu as un peu pu toucher du doigt. C'est des gens, voilà, qu'on aimerait croire qui sont entièrement humains, qui ont normalement un intérêt qui n'est peut-être pas direct mais au moins indirect avec leurs amis, leurs familles, leurs enfants, qui pourront pas tous emmener dans leur bunker surprotégés dans une île déserte. Nouvelle-Zélande, Suède, les promoteurs immobiliers doivent doivent se mettre bien en ce moment. C'est avec ça, la canicule, tout le monde se dit bon, c'est le moment d'investir. Donc voilà, c'est des gens qui sont humains, sensibles, peut-être même ont des manifestations d'amour pour plein de gens, etc. Mais qui derrière sont capables de comportements, qui intégrés dans des structures, c'est même pas eux-mêmes qui sont psychopathiques, intégrés dans des structures comme tu l'as défini dans une de tes vidéos psychopathiques, sont amenés, quelle que soit leur bonne volonté, à produire, à alimenter des désastres, des horreurs, des injustices, des destructions. C'est difficile à comprendre en fait pour pas mal de gens et bon, ça alimente du coup peut-être après des réactions un peu folles. Pourquoi cette fracture et comment des gens sont capables de rester dans cette fracture, dans cette dissonance, presque dans ce cynisme en fait. Je crois que c'est la question clé. C'est la question clé pour comprendre ce qui se passe. C'est comment il peut y avoir autant de bon, je suis pas un fanboy de George Orwell, hein, mais à nouveau, là, il y a une référence à 1984 qui est le concept de double pensée. D'avoir deux pensées établies dans ta tête qui sont complètement contradictoires, mais pourtant tu ne vois pas la contradiction. Et ça, Noam Chomsky, qui est quand même linguiste et disons, père de la linguistique moderne, un espèce d'équivalent d'Einstein dans le domaine de la linguistique et de sciences neuronales, donc pas exactement un espèce de poids léger dans ce genre de domaine, l'explique très bien. C'est vraiment la capacité des êtres humains pour aussi pouvoir vivre avec soi-même et pour aussi pouvoir être en bonne conscience à ne pas accepter les conséquences logiques et les conclusions logiques de constats objectifs que tu fais. Et donc ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent être adorables dans un barbecue et qui peuvent avoir une famille très sympathique et qui t'invite et tu vas manger chez un PDG ou chez un gros directeur et puis c'est bonne ambiance, c'est sympa, c'est pas des gens méchants fondamentalement dans leur être. Bon, il faut tolérer les discussions un peu creuses sur le vin de luxe et puis ce genre de trucs. Mais disons que dans l'ensemble, à part qu'on peut contester cette espèce d'habitus bourgeois, finalement les personnes sont très sympathiques. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, dans leur rôle institutionnel d'alimenter la machine dans laquelle ils sont pris, c'est soit tu te soumets à cet impératif de profit à tous les échelons et pour toutes les décisions importantes, en démontrant bien un business case, une VAL, une valeur actualisée nette, je crois en français, une NPV en anglais, Net Present Value, tu dois montrer la rentabilité de ta décision, sinon elle va pas passer. La structure entière est faite comme ça. Donc ces personnes qui peuvent être sympathiques dans un barbecue, au final, dans leur rôle institutionnel haut placé, participent à cette dynamique qui est fondamentalement catastrophique. Et donc, moi, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent se faire dire « mais t'es un monstre » et qui se sentent absolument pas de culpabilité. On pourrait dire ça chez des gens qui ont participé à la crise des opiacés, qu'il y a eu en Purdue Pharmaceutical avec McKinsey aux États-Unis dans les 3-4 dernières années, qui s'est étalé sur 20 ans. Je pense pas que ces gens se sentent comme des monstres, alors qu'ils ont objectivement tué des milliers de personnes avec leur saloperie qu'ils ont vendu comme opiacés. Pareil pour les vendeurs de tabac, etc. Pardon ? En toute connaissance de cause. En plus, même des fois en mentant sur, comme tu dis, pour le tabac ou même pour le pétrole, Total, Exxon, ah oui, 30 ans. C'est un exemple typique. Ouais, voilà. Il y a l'enquête de Michael Correa, là, qui est sorti, c'est ce journaliste de Mediapart sur les criminels, criminels fossiles? Climatiques, ou, criminels climatiques, sur 3 boîtes, une de gaz. Donc c'est quand même, toi tu dirais, ces gens-là ne se sentent absolument pas
directement responsables, ne se sentent pas des monstres, et pour autant, à la fois ils sont conscients de produire et de vivre sur la destruction, des fois même ils vont produire de la documentation pour brouiller les pistes, pour faire la fabrique du consentement, pour enfin c'est assez ça paraît dur à gober, et je pense qu'il y a des cyniques qui savent très bien qu'ils sont mauvais. Et qui participent à du marchandage d'armes, et qui participent à de l'exportation de trucs problématiques, etc. Je pense que c'est une infime minorité de ces gens. Chez la majorité de ces gens aussi. Je suis même pas sûr. Je pense que les plus nuisibles, en fait, c'est ceux qui se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et qui alimentent de propagande partout autour. Donc quelqu'un qui travaille dans du biodiesel, mais qui roule en 4x4 Lamborghini, et puis qui va se dire écolo parce que il est en train de faire ce biodiesel, alors que s'il prenait la peine d'ouvrir un livre un peu critique comme celui d'Elan Torgman sur la croissance verte contre la nature, il verrait il pourrait constater lui-même de l'ampleur des dégâts que le biocarburant peut faire et de la superficialité de ce genre de solution, et puis que ça légitime absolument pas de continuer du jet privé ou du 4x4 ou des vacances 5 fois à l'année transatlantique. Du coup, je pense que c'est nuisible, ces espèces de auto-mensonges, et je pense qu'il y a vraiment une panoplie d'excuses, un top 10 des excuses qui reviennent tout le temps, le best-of des excuses pour se donner bonne conscience dans le monde corporate, qui est vraiment de l'ordre de « si c'est pas moi qui le fais, ça sera quelqu'un d'autre ». Si je le fais pas, ben en fait, j'ai pas de table, j'ai pas de place à la table des négociations, donc je sais que c'est pas très bien, mais au moins je peux essayer d'en discuter et d'infléchir dans le bon sens. Oui, mais il y a quand même du progrès qui s'est fait dans ces 10 dernières années. Oui, mais regarde, il y a pire ailleurs, il y a cette boîte qui fait ça, ou il y a les traders qui font ça, ou les traders vont dire ouais, mais il y a ces gens qui coupent la forêt. Tu auras une autre excuse du type oui, mais c'est la faute du gouvernement parce que si c'est légal, ben je peux le faire. Tu as des excuses du type oui, mais nous on n'a qu'une empreinte minime, mais en fait c'est les Chinois les plus gros responsables. Tu vois tout un type de machins qui sont sans cesse recrachés par ces gens qui sont en position de pouvoir dans ces structures nocives, et qui font que vraiment, à mon avis, ce sont des personnes qui se disent pas, et qui peut-être là regardent cette vidéo et se disent que je suis en train de raconter n'importe quoi, parce qu'ils sont persuadés que leur responsabilité est soit minime, soit même nulle. Soit même que c'est des personnes qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent dans leur milieu pour faire avancer la cause dans la bonne direction. Alors que factuellement, comme tu l'as dit, ça rédige des PowerPoint pour aller faire du lobbying à Bruxelles, pour aller diminuer les réglementations sur l'éthique animale dans la bouffe animalière, pour donner un exemple hors sujet random, mais auquel je suis confronté quand j'ai acheté ma pâtée pour chien. Ok, donc toi tu mettrais vraiment une importance dans le déni, dans un des comportements psychologiques, sociologiques qui expliquent un petit peu le fait que les cas des gens en position de responsabilité, qui ont toutes les informations, qui ont un pouvoir social, culturel, symbolique plus important que Monsieur Lambda, je pense que quand même il y a beaucoup de déni chez ces personnes-là, et que ce serait peut-être le facteur sociologique clé pour expliquer socio-psychologique. Quelle est l'interprétation, le jugement autocritique qu'une personne qui est placée dans une structure de pouvoir dégueulasse fait en étant pris dans ces liens sociaux de sa structure, fortement hiérarchisés, et parfois en obéissant aux ordres, et parfois en les donnant pour répliquer ce qui vient d'en haut. Et à mon avis, c'est le cas de tout temps. Quand on voit des procès de grands criminels de guerre, je suis persuadé qu'ils mentent pas. Quand on voit des procès de Totorina, qui était un Sicilien mafieux absolument psychopathique et sanglant dans les années 80, je pense qu'il est vraiment persuadé que, en fait, il amenait une forme de bien. Et quelque part, on pourrait trouver mais Pablo Escobar, pareil, en Colombie, et il y a encore une large base de gens qui peuvent dire, mais au moins, il a apporté du bien. Bon, et on pourrait argumenter que, factuellement, vu les gouvernements qu'il y avait en Sicile et en Colombie, peut-être que les mafieux ont amené des trucs qui étaient pas si mal. Mais je pense que, si on regarde des procès de nazis, comme le faisait Hannah Arendt, ou si on regarde des témoignages de propriétaires de gigantesques domaines cotonniers dans les années 1850 aux États-Unis dans le Sud, c'est pas des gens qui s'auto-interprètent comme des monstres. Et je pense que ça a toujours été le cas. Je suis sûr que tu demandes à un archevêque au milieu de l'Inquisition espagnole, dans le 16e ou 17e siècle, je sais pas exactement quand c'était, il va te dire, à nouveau, il va s'auto-légitimer, même s'il vient factuellement de donner le feu vert pour brûler 150 sorcières. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui est pas juste du problème climatique, je pense que c'est un problème socio-psychologique inhérent aux formations hiérarchiques humaines. Ok. Et aussi certainement peut-être qui est renforcé d'autant plus par les structures, les machines, les infrastructures, tout ce qui n'est pas humain en fait, et qui nous donne ce pouvoir-là, qui décuple notre pouvoir et sur lesquels on s'appuie et qui bien sûr est centenaire, voire peut-être millénaire, et qui n'est pas que structurel, qui est aussi philosophique, culturel, symbolique. Absolument.
Je pense que ce problème technique est très fort et puis il décuple les forces de production et de destruction. Et les deux sont, je pense, inévitablement liés. Mais aussi peut-être une certaine forme de idéologie rationaliste que s'il y a de la technique et du machin, c'est une forme de progrès social. Je pense que c'est au cœur de ce que certains appellent la modernité, d'autres l'idéologie des Lumières, qu'il y a vraiment une téléologie, un sens de l'histoire, etc. Je pense qu'il y a aussi des très vieux problèmes de dichotomie entre homme et nature, qui est visible, très visible dans la Bible, qui est encore plus visible chez des gens comme Descartes, mais qui est aussi visible dans l'épopée de Gilgamesh ou dans ce genre de trucs. Donc il y a aussi des mythes idéologiques qui permettent de se mettre des œillères. Donc c'est complexe, c'est multifactoriel. Et c'est pour ça que dire il faudrait mettre les traders hors d'état de nuire et machin, et puis on est bien. J'aimerais bien que ça soit aussi simple. Ouais. Ce serait au moins un symbole qui permettrait peut-être de cranter un niveau révolutionnaire. Ah, moi je suis pour abolir la finance de marché dans sa forme actuelle, mais je crains que le problème soit plus profond. Malgré ces excuses, ces dits principes qui justifient l'inaction dans la tête de beaucoup de gens dans ces positions de responsabilité, de pouvoir, notamment celle de pouvoir influencer des cercles décisionnels, comme tu as pu en être. Tu as décidé donc de poser ta démission, de déserter, peut-être on pourra revenir sur le mot, mais tu as décidé en tout cas de démissionner de BCG et de cette carrière prestigieuse à laquelle tu te destinais. Qu'est-ce qui t'a paru, pourquoi est-ce que tu as fait ça, qu'est-ce qui t'a paru pertinent et stratégique dans ce choix? Ouais, déjà, j'avais honte, je dois dire. J'avais honte et j'étais en colère contre moi-même, j'avais honte de ce que j'avais participé à alimenter. Ça a jamais été pour finir dans ce genre de dynamique que je pensais faire des études et voilà. Et donc il y avait de la colère, il y avait ça me paraissait comme un impératif moral de au moins arrêter de nourrir ce genre de dynamique. J'avais essayé en interne de faire tout ce que je pouvais, d'aller faire les divers projets de soutien à l'innovation, start-up, façon ODD, les objectifs de développement durable, après ce secondment au WWF, d'essayer de me battre pour tout le temps trouver des clients gouvernementaux, mais que ce soit des clients occidentaux ou des pétromonarchies, c'est pas toujours brillant les projets gouvernementaux comme on l'a vu avec les affaires McKinsey en France. Donc ouais, ça me paraissait vraiment comme une espèce de inévitable conclusion au constat que j'avais fait. Et puis vraiment ces années depuis 2019 où j'ai commencé à me questionner sur la biodiversité jusqu'à ma démission il y a un an en printemps 2021, je suis tombé dans une espèce de boulimie de comprendre un peu comment je m'étais arrivé là. Donc ça a ouvert plein de questions qui ouvrent elles-mêmes d'autres questions, etc., de compréhension un peu historique de tous ces phénomènes sociologiques, psychologiques, politiques, économiques, etc. Et du coup, en étant conscient de tout ça, pour moi c'était une évidence de démissionner. Maintenant on pourrait se demander pour faire quoi d'autre. Mais je pense que ça c'est un aspect, donc de se dire voilà, j'arrête quoi, je ne peux plus continuer ça. Je pense une autre chose, très honnêtement, c'est aussi vous, c'est aussi vous qui avez montré la voie, et puis des gens comme Maxime Renailleux aussi, qui m'avait frappé quand il était passé dans Thinkerview, qui avait lancé cette plateforme, je crois, lanceur-alert.fr, avec son frère pour... pardon .org, ouais. Lanceur-alert.org qui encourageait les gens. Moi j'ai écouté ça quand j'allais au bureau à Genève, je pense en début 2019, et ça m'était trotté dans la tête. C'était est-ce que je vais donner l'alerte, est-ce que je vais raconter ça, est-ce que je peux participer à que des étudiants qui étaient des mois d'il y a 5 ans ne tombent pas dans le même piège, parce qu'il est vicieux ce piège, parce que quand tu t'habitues à un certain standard de vie, un certain prestige, c'est un peu une autodestruction d'accepter de démissionner. Donc du coup, ouais, aussi pour suivre la route de personnes qui m'avaient paru pertinentes et qui m'avaient inspiré. Et puis je pense que j'ai pas grand chose à voir avec des lanceurs d'alerte au sens snowdenien et assangien, si j'ose, mais ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, et ils sont attaqués à beaucoup plus diaboliques, je pense. Mais je crois que la figure du rebelle, c'est quand même un truc cool, quoi. En général, dans les films, c'est plutôt le rebelle et celui qui ose, ou celle qui ose, et s'opposer et dire stop et dire on arrête ces conneries et puis on change, qui a une espèce de sympathie. Et moi, je me suis toujours préféré comme ça que comme le méchant multimillionnaire dans son manoir. Donc voilà, ça m'inspirait pas de continuer. Comme dit le cortège de tête en manif, c'est nous les gentils. Intéressant. Peut-être sur un point un peu plus personnel, si tu veux répondre, comment tes proches ont reçu la nouvelle? Ta famille, tes amis? Mes proches ont reçu la nouvelle
D'abord, bien sûr, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi t'as fait tout ça et maintenant tu as arrêté, après tout, où t'es arrivé, et puis le gros salaire que j'avais, ce genre de machin. Mais après, quand je leur explique un peu, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps, quoi. Surtout que c'est une famille qui est pas diplômée, plutôt de classe prolétaire, même si mon père, en cours de ma vie, est devenu patron de restaurant, patron de son propre restaurant, mais ça reste, voilà, pas un gigantesque banquier capitaliste, machin. Donc ils ont directement une sympathie pour des causes, disons, justes et socialement peut-être combatives. Donc ouais, il suffit de leur expliquer un petit peu, et puis ils comprennent. Peut-être dans un article assez bref comme celui du Temps, là j'ai eu des retours de potes de « Ah, j'ai pas bien compris ». Mais encore l'autre jour, mon cousin il m'a dit « Mais j'ai pas bien compris, pourquoi t'as fait ce revirement à 180 degrés ?» Donc je leur dis « C'est pas un revirement à 180 degrés. Depuis le début, j'avais un but de rentrer là-dedans pour essayer de faire des trucs bien. C'est pas un pétage de plomb, c'était réfléchi, c'était sur des années, et c'est cohérent avec ce que je voulais faire à la base. » En fait, j'ai vu personne qui m'a dit « Ah, mais t'es complètement con, quoi. » Et quand tu expliques un peu, les gens comprennent. Et qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, pendant tes années étudiantes à l'EPFL notamment tu l'as un peu évoqué, hein, ou même en début de carrière, imaginons, dans un grand groupe comme celui-ci, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre de mecs comme toi maintenant qui est un peu moi, j'aurais voulu entendre des gens comme vous, quoi, qui viennent, qui sont passés par ce genre de trucs, et puis qui viennent nous donner une perspective critique. Est-ce que tu es sur un campus technophile comme le PFL, 40-50 heures par semaine, tu baignes dans la technophilie et dans un certain dogme, et encore, quand tu as des entreprises qui viennent, c'est pour se chanter leur propre louange. Donc t'as jamais de perspective un peu critique. Il suffirait, je pense que quelquefois, il y a une conférence de 2-3 heures de personnes comme ça pour que ça plante déjà des graines de scepticisme. Parce que y a pas besoin de l'expliquer pendant 1000 ans, ce genre de truc, ça se comprend vite quand même. C'est assez évident qu'il y a des problèmes dans le système économique actuel. Donc du coup, avoir un petit peu des témoignages de campus, de ex-diplômés qui pourraient dire ne faites pas les erreurs que j'ai faites, je pense que j'aurais aimé avoir ça. Ouais. Ok, et peut-être avant-dernière question, quel conseil tu donnerais à des consultants qui souhaiteraient passer à l'offensive, enrayer une structure nuisible ? Premier conseil, contactez des gens comme Vous n'êtes pas seul, comme lanceur-alerte.org et comme d'autres organismes, comme moi aussi je suis disponible pour en causer, et faites des groupes WhatsApp avec des gens avec qui vous pouvez échanger un petit peu, ou rejoignez des pages Facebook un peu de groupes, genre Nurshid écologiste ou ce genre de machin, où tu peux suivre un peu, ou bien même du bon pote ou des trucs comme ça, où tu peux suivre un peu des actus et te mettre en lien, et puis adopter ce slogan que vous avez qui est même pas votre slogan, qui est votre titre, tellement c'est juste, c'est vous n'êtes pas seul. Donc des consultants qui seraient dans une perspective comme ça, de se dire mais putain il y a des problèmes, déjà mettez-vous en réseau et en lien, même si c'est impersonnel, même si c'est en suivant juste des pages Facebook ou machin, ça va déjà vous montrer que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas con, vous n'êtes pas conne, et vous pouvez, vous avez des questions légitimes à vous poser, et le chemin sera long, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas une pilule rouge comme dans Matrix où t'as un avant et un après qui est immédiat, c'est un processus, il peut être douloureux, mais osez l'entamer, parce que sinon vous allez partir en steak bien plus violemment, de type burn-out, de type trouble de personnalité, de type vous enfermer dans des cercles sociaux qui pensent comme vous. Je crois que en fait c'est important, hein, François Bégodeau il le rappelle, le premier truc à dire sur la bourgeoisie, c'est quand même en fait vous n'êtes pas désirable, quoi. Donc si vous êtes dans une situation de consulting à vous dire mais en fait je kiffe pas ma vie de maintenant, je pense que c'est sain, je pense qu'il faut le rappeler, c'est pas désirable, c'est une vie pourrie, avec beaucoup trop de travail et un manque de plein de choses, notamment de intellect et de questionnement profond et de moralité ou de éthique, et donc osez entamer ce processus, et quand vous êtes mûr, contactez des gens comme ça, et puis si vous en avez la capacité financière et la possibilité de rebondir dans vos façons de subvenir à vos propres moyens, n'hésitez pas à changer de carrière, à démissionner, à faire autre chose, à aller dans du moindre mal, voire même à aller dans de l'invention de modèles autres, quoi, qui soient du type ZAD ou qui soient du type société coopérative. Les scopes que vous avez en France, je trouve que c'est des bons trucs, quoi, ou certaines petites ONG locales qui peut-être seraient pas dans des machins tentaculaires façon COP comme on en a parlé avant, mais qui font du bien à échelle. Voilà, il y a plein d'alternatives qui existent, donc ne vous mettez pas des œillères, osez y aller. Trop cool. Et ouais, désolé, au fur et à mesure que tu parlais, du coup, il y en a une petite aussi qui m'est venue en cours, c'est est-ce que tu penses quand même dans une stratégie, on va dire vraiment un peu, quelqu'un qui en a la capacité, qui est prêt à prendre ses risques, etc., est-ce qu'il pourrait, dans le conseil, dans la finance, dans le trading, conseil en strat encore plus en l'occurrence, proposer, donner, livrer des informations qui pourraient vraiment déstabiliser ou enrayer des nuisances voilà, dans un cadre plus très légal forcément, mais est-ce que théoriquement c'est quelque chose que tu penses faisable?
Ouais, je pense, à mon avis, c'est beaucoup de risques pour pas forcément un énorme résultat. Parce que ce que ça va faire, c'est que la personne va être persécutée juridiquement. Bon, si elle s'inscrit dans des cadres de protection de lanceurs d'alerte, etc., pourquoi pas, mais il faut être bien attentif. Je pense il y a des bouquins, par exemple la bande dessinée Lanceurs d'alerte, qui raconte 10 histoires de lanceurs d'alerte et qui dit à chaque fois en France quel mécanisme juridique vous avez pour pouvoir vous mettre à l'abri si vous décidez de prendre ce genre de voie. Et je crois qu'il faut être conscient des risques et il faut être conscient du pouvoir limité que ça a, parce qu'en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une espèce de scandale médiatique, mais le lendemain, les médias vont passer à autre chose, et puis les personnes qui vont voir la notification push 30 secondes plus tard, elles seront à nouveau sur Insta en train de penser à autre chose, sans vouloir être dénigrant, mais je veux dire, le pouvoir incantatoire des scandales médiatiques, c'est pas qu'ils soient nuls, mais que voilà, c'est presque les gens sont blasés parce qu'il y a des Pandora Papers, c'est des Panama Papers, c'est des Paradise Papers, c'est des machin Papers tous les 2 ans, et puis il y a la sensation que ça bouge pas. Donc je sais pas si ça vaut la peine de dire à des gens donnez des données confidentielles et mettez-vous dans 15 ans de procès judiciaire pour après si c'est du gros, ben peut-être quoi. Mais calculez bien votre truc. Par contre, il y a plein d'autres façons de faire, et puis moi je pense vraiment il faut voir si vous avez une espèce de fibre, de chercher du sens, comme disent les managers, ou avoir un besoin d'éthique et de quelque chose de plus gros que votre carrière. Bah, je pense qu'il y a plein de façons d'avoir, mais à mon avis le plus important, c'est de déconnecter son travail de cette recherche de sens. Là, je pense qu'on essaie de nous faire gober que avoir de l'impact, ça ne passe que par son travail. Je pense qu'il faut revenir à un modèle beaucoup plus logique. Un travail, c'est pas pour avoir de l'impact, c'est pour payer les factures. Et à côté du travail, de façon bénévole, là, je m'engage dans des trucs. Il faut pas attendre d'avoir un salaire de 5, 10 000 euros, 15 000 euros et être un héros à la fois. Donc voilà, il y a plein de façons d'intervenir, et puis excuse-moi si j'ai dit la question initiale du lancement de l'alerte. Et comme dernière question un peu pour dire au revoir, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui qui te paraît être le plus sensé, le plus pertinent selon tes capacités, tes besoins, tes envies, tes qualités. Voilà, on est d'accord que c'est pas une réponse universelle. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour, selon toi, enrayer un peu la course destructrice de l'économie tout en proposant, créant des alternatives? Je pense un peu 3 trucs. Déjà, me renseigner bien, comprendre, ne pas m'effondrer dans du tout est foutu, mais continuer à essayer de capter ce qui se passe, et puis le prendre un peu presque avec un point de vue, voilà quoi, pas aller chercher une corde et machin, mais à accepter un peu qu'il y a des trucs qui vont pas bien dans le monde et qui risquent d'aller de pire en pire. Je pense qu'il faut faire ce deuil, entre guillemets, et puis passer à autre chose, mais voilà, le prendre d'un point de vue avec un peu de détachement, et voire de détachement intellectuel, et continuer à traiter ces choses de façon analytique sans forcément tomber dans un effondrement psychologique. Deuxième chose, je pense qu'il faut témoigner, il faut faire ce qu'on est en train de faire maintenant, il faut raconter ces histoires. Ça plante des graines, mine de rien, ça donne du courage à d'autres personnes qui auraient pu le faire. D'ailleurs, Maxime et vous avez eu de l'impact sur moi, maintenant il y a les AgroParisTech qui ont de l'impact sur plein de gens. Donc il faut oser faire ces témoignages, il faut en parler. Moi, ce que je fais moi-même, c'est la chaîne YouTube, et puis c'est venir dans ce genre de format ici pour expliquer ces choses. Et puis troisième chose, c'est de s'engager dans des mouvements et de s'engager dans des causes structurées, des groupes, pas être tout seul dans son coin à soit lire, soit raconter des choses, mais aussi aller dans de l'action collective. Et puis ça, chacun trouve sa voie. Moi, je pense que c'est pas quelle action exacte est la meilleure, c'est une panoplie d'actions, c'est pas du ou, c'est du et quoi. Et si une personne va dire, moi mon truc c'est d'aller à la montagne et puis de faire des modèles de production agricole plus pertinents avec des abeilles et puis mes chèvres, pourquoi pas. Moi je suis pas le premier à aller dire c'est du Pierre Rabhi blablabla ou du colibrisme, donc faites-le si c'est ça qui vous parle. Si ce qui vous parle c'est un engagement plus militant dans des structures de gauche radicale, pourquoi pas. Si c'est nous ce qu'on a fait en Suisse, c'est un nouveau mouvement politique qui s'appelle Agisson, qui vise pas les élections, mais qui vise que le RIC qu'on a en Suisse, le droit d'initiative populaire. C'est une voie comme une autre, chacun trouve un peu ses engagements. Ok, trop bien, on te souhaite beaucoup de courage pour tout ça, on espère continuer à t'accompagner, t'aider, se renforcer mutuellement pour ce genre d'initiative et de projet. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, au plaisir des prochaines aventures collectives. À fond, merci.